Alors en chiffres, en interne, on faisait à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. À 20 ans, on a toujours parlé en dizaines, voire en centaines de millions d'euros. Hydrotire le RGE, on avait 150 salariés. Tu peux plus travailler du jour au lendemain. Je reçois tous les messages, les appels en absence. Je dis waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, je reçois Habib Ouatfel, cofondateur du groupe General Energy et fondateur d'Ila26. Bon, on va être clair tout de suite, Habib c'est avant tout un vrai ami pour moi et aussi, vous l'aurez compris, on bosse ensemble sur Ila26. Mais croyez-moi, même si on ne se connaissait pas, j'aurais quand même tout fait pour l'avoir sur ce podcast au vu de son parcours et de son expertise dans ce secteur. Il a vraiment commencé tout en bas de l'échelle pour finir avec un groupe leader en rénovation énergétique en France. Plus de 40 filiales et un chiffre d'affaires qui est passé de 2 millions à plus de 70 millions en seulement 4 ans. Dans ce podcast, il revient sur tout son parcours de A à Z et livre énormément de conseils qui peuvent être très précieux pour toutes les personnes qui bossent de près ou de loin dans ce secteur. Et honnêtement, c'est pas parce que c'est Habib, mais c'est vraiment un des meilleurs podcasts qu'on a tourné jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter, ça nous fait énormément plaisir. On voit tous vos retours, donc continuez, ça nous donne beaucoup de force. Je vous laisse profiter de cet épisode, bon visionnage, c'est parti. Habib, comment ça va? Ça va et toi? Super, super heureux de te recevoir. Merci. Pour un podcast un peu spécial, parce que voilà, on se connaît. Très bien. On se connaît très bien. Ila26, on bosse ensemble, donc on se connaît très bien. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes rapidement. Et après, on va essayer de voir tout ton parcours de A à Z pour voir justement comment est-ce que tu en es arrivé là. Très bien. Vas-y, je te laisse la parole. Alors Habib Ouatfel, cofondateur du groupe General Energy et de la plateforme Ila26. Super, j'imagine que c'est pas arrivé d'un coup, c'est pas arrivé comme ça, il y a eu un parcours. Ça c'est sûr. Raconte-nous, alors comment ça a commencé déjà? Alors ça a commencé il y a assez longtemps, c'était en 2004 en fait que j'ai créé ma structure. J'avais 1 an. T'avais 1 an, voilà. Donc ouais, c'était en mai 2004, j'ai créé ma structure qui s'appelait Abilec. Ok. En fait, comment ça T'as commencé en créant ta structure? T'as pas été salarié avant ou quoi? Non, j'ai pas été salarié. Si, j'ai bossé un peu. En fait, je vais t'expliquer exactement comment ça a commencé. J'ai mon grand frère qui était à son compte, donc électricien du bâtiment. Lui, c'est vraiment un des précurseurs, un des premiers à avoir créé ça, son entreprise en France. À l'époque, ça s'appelait des entreprises individuelles. On faisait les factures à la main, tu vois. Ouais. En fait, c'est de la prestation de service en tant qu'électricien pour des sociétés en sous-traitance. Donc, c'est vrai que c'est lui qui m'a initié, entre guillemets. C'est en voyant qu'il avait fait son entreprise. Du coup, il m'a un peu mis là-dedans. Et il a commencé à me donner des chantiers, en fin de compte, en sous-traitance et à me former, du coup. Donc, en tant qu'électricien du bâtiment. Donc, t'as suivi le grand frère, quoi. Ouais, voilà, exactement. J'ai suivi le grand frère et du coup, voilà comment ça a commencé. Donc, j'ai commencé en tant qu'électricien. Tout ce qui est courant fort, à ton compte, des clients qui t'appellent, tu vas faire des... Alors, c'était plus de la sous-traitance avec des grosses boîtes. Donc, je sais pas si ça te parle, mais tu sais, des boîtes comme Axians, TTM ou maintenant, ça s'appelle... Il y a une autre boîte aussi, on travaillait avec elle, ça s'appelait EI. C'était Ineo Suez à l'époque. Ça s'appelle Cofeli maintenant, ça doit te parler. Non, je connais pas. Cofeli, c'est un grand groupe en fin de compte. Et on faisait des chantiers comme, par exemple, on a fait Danone élu à la Silic Rungis en courant faible. Donc, c'était tout ce qui était réseau informatique, fibre optique. Et donc, il y a à peu près 1500 postes de travail. On est resté plus d'1 an. J'ai fait, par exemple, le centre commercial Vélizy 2. Alors, attends, tu vas trop vite. Au début, tu commences, t'es seul, au début, j'imagine. Alors, il faut savoir qu'au démarrage, vu que je ne connaissais pas le métier, comme je t'ai dit, j'ai commencé avec mon frère. Donc il me sous-traitait, mais tu sais, c'était de la partie main-d'œuvre. Parce que tu sais, quand tu es électricien du bâtiment, surtout pour les gros chantiers, tu as une partie qui s'appelle le tirage de câble. Donc, tu as juste à prendre un câble et à le tirer d'un point A à un point B, en fin de compte. Donc, tu sais, tu n'as pas besoin spécialement de compétences. On va te former, tu vas suivre au démarrage. Mais, et pendant les 2-3 premières années, j'ai fait que du tirage de câble. Ça, c'est pas... Ouais, voilà, j'ai fait que ça. Mais tu vois, quand on dit tirage de câble, un chantier comme la Silic à Rungis, tu tires plus de 100 km de câble. Parce qu'en fait, chaque ordinateur, c'est un câble informatique qui va à la baie informatique. Après, il y a une espèce de data center, etc. Donc voilà. Donc après, dans une deuxième étape, je me suis mis à faire du raccordement électrique.
Donc après, je me suis mis à faire du tirage de câbles, du raccordement et de la programmation avec de la mise en service. Toujours seul ou tu commences à recruter un peu des mecs? Non, par contre, c'est vrai que avec le recul, je me rends compte que quand je faisais le tirage de câbles, je me suis toujours quand même attaqué à des gros chantiers et j'ai toujours pris du monde avec moi. Ça, par contre, c'est vraiment depuis le début. Donc, c'est pas des employés, on va dire que c'était très tôt que j'ai commencé à prendre du monde. Mais pour tirer des câbles, c'était quelque chose de vraiment très simple à faire, on va dire. Et à partir de 2007-2008, donc j'ai fait pas mal d'auto-formation, de formation chez des fabricants. On a commencé à me donner des missions pour faire de l'électricité sur des chantiers photovoltaïques. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était divisé en deux parties. Tu avais les couvreurs qui installaient les panneaux sur la toiture. Et ensuite, tu avais les électriciens qui passaient, tu sais, pour câbler l'onduleur, la partie électrique. Et ensuite, l'onduleur, il est câblé, donc tu dois raccorder sur un compteur de production. Donc ça, c'est toute la partie électrique. Et du coup, j'ai eu pas mal de missions et idem, hein, j'ai pas mal démarché et on faisait ça en volume. C'est-à-dire qu'à partir de 2008-2009, on avait près de 100 personnes qui travaillaient sur la partie photovoltaïque et sur toute la France, etc. Donc tu commences à te faire ta main sur le métier. Ouais, bon là, ça y est, je m'étais fait la main. Après, je travaillais énormément. Donc de 2004 à 2010. Tu as parlé de... Vas-y. Non, mais par exemple, tu vois, je te parlais de Vélizy. Vélizy, c'est un chantier qu'on a fait de nuit, par exemple. Tu vois, on a commencé en 2005, on l'a fini en 2007-2008. Et sachant que de jour, j'avais encore mes autres missions avec mes clients sous-traitants la journée. Donc, on faisait la mairie de Paris, les chantiers Danone élus en parallèle. Donc, la nuit, on faisait Vélizy 2. On avait l'ouverture de chantier à 22h et on finissait à 5h, 6h du matin et on reprenait le matin. Et j'ai fait ça pendant des années. Donc, tu t'as fait beaucoup là à ce moment-là. Ouais, je t'ai fait énormément. Et beaucoup d'auto-formation. Donc, après, j'ai mon frère aussi qui m'avait mis avec une personne qui s'appelle Yves. Et donc, c'est un ancien. Aujourd'hui, il est à la retraite. Hein. Il avait à peu près 35 ans de plus que moi, tu vois. Donc, moi, j'avais même pas 20 ans. Lui, il avait 55 ans. Et c'était l'ancienne école. Du coup, même, je me rappelle, on faisait les chantiers. Et à la fin des chantiers, le week-end, donc le samedi, il me convoquait, sachant que c'était moi qui avais la boîte, parce que lui, il ne voulait pas se mettre à son compte, il préférait être... mais techniquement parlant, c'était lui le patron, en fin de compte. C'était moi qui étais le gérant de la boîte, mais c'était lui qui avait la connaissance. Et il m'appelait le samedi, on démontait les perceuses, on les nettoyait de l'intérieur, parce que tu sais, quand tu utilises les perceuses Hilti, par exemple, donc il y a de la poussière qui rentre à l'intérieur. On les démontait, on les graissait, on les nettoyait. Donc ça, c'est quelque chose que tu ne reverras plus jamais. On scotchait nos tournevis, il y avait nos initiales dessus, on gardait nos caisses à outils des années. Aujourd'hui, tu vois, tu achètes des... Et moi, ça m'est arrivé de visiter des chantiers il n'y a pas longtemps où les gars, il pleut, ils laissent les perceuses dehors, par exemple. C'est sous la pluie. Ils s'en foutent. Ouais, voilà, c'est pas le même... Il n'y a pas la même relation. Voilà. C'est pas la même mentalité. C'est comme il me disait, il faut respecter tes outils, il faut respecter, il me le répétait tout le temps, tu vois. Incroyable. Et du coup, voilà, il y a eu cette personne aussi qui a beaucoup participé à ma formation d'électricien. C'était quelqu'un de perfectionniste. Tu as donné son expérience et tout. Ouais, je me rappelle une fois, on était intervenu chez Adéco. C'était à Gare de Lyon. Donc, c'était un grand site d'Adéco, tu vois. Et c'était sur plusieurs étages. Et tu sais, il y avait une armoire électrique. Et quand on ouvre l'armoire électrique, c'était une ancienne armoire électrique. Nous, on était venus pour faire un dépannage. Et du coup, tu sais, les câbles, ils étaient emmêlés dans l'armoire électrique. Tu sais, il y avait des nœuds de partout. Et du coup, je lui dis oh, c'est bon, on a fait notre dépannage. Parce que j'étais encore un peu jeune, tu vois. Donc, tu sais, moi, je voulais quand même... J'étais bosseur, mais bon, ça y est, on avait fini notre mission, quoi. Il me dit, non, on peut pas laisser ça comme ça. Viens, on revient ce week-end et on refait l'armoire. Je dis, mais on n'est pas payé pour ça. Et elle me dit, ouais, mais on peut pas laisser ça comme ça. On a une conscience professionnelle. Et du coup, on est revenu le samedi et le dimanche, on a refait toute l'armoire. Gratuitement, tu vois. Le client avant tout, quoi. Non, c'est surtout, tu vois, il voulait pas laisser ça comme ça. Donc, du coup, tu vois, on avait refait toute l'armoire électrique.
Et ça, c'est les anciennes générations. C'était des personnes qui étaient super, super perfectionnistes, tu vois. Tu as parlé de Danone, etc., de gros chantiers. Je crois qu'il y a aussi, tu m'avais parlé une fois de Roissy, je crois. Ouais, Roissy, ouais. À quel point ça joue pour toi, c'est de faire des gros dossiers comme ça? Parce que je pense que ça montre une crédibilité aussi pour le futur, etc. Alors, c'était en sous-traitance. Sur Roissy, on était intervenu sur la partie désenfumage. Parce que j'ai fait aussi pas mal de désenfumage. Tu sais, le désenfumage, c'est des trappes en fait, que tu poses sur le toit des immeubles avec un circuit en cuivre et des cartouches de CO2 en fin de compte, que tu percutes en cas de... Donc justement, c'est fait en cuivre et avec de l'air comprimé pour qu'en cas de feu, les fils ne fondent pas. Donc c'est un circuit qui résiste justement en cas de feu. Et les trappes de désenfumage, en fait, elles s'ouvrent parce que tu sais, en cas d'incendie, les gens ne meurent pas à cause du feu, c'est à cause des fumées. Et du coup, on a installé pas mal de trappes. C'est pas brûlé, c'est intoxiqué, exactement, étouffé, exactement. Et donc, ces trappes de désenfumage, surtout dans les ERP, c'est obligatoire. On en a installé pas mal. Et du coup, à Roissy, c'est ce qu'on avait installé. On en avait installé vraiment beaucoup. C'était au Roissy S4. Donc, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de gros chantiers en sous-traitance. Ça aide, je pense, de pouvoir mettre ça un peu sur ton CV, entre guillemets, et dire voilà, j'ai... C'est ça, et en plus, tu sais, ils t'apportent énormément de structures. Donc, tu sais, tout est carré, tout est organisé. Quand tu rentres sur un gros chantier, il y a un PPSPS à faire, tu vois, c'est un plan de prévention. Donc, tu vois, si par exemple, tu utilises une disqueuse ou quoi que ce soit, il faut que tu fasses un permis feu. Si par exemple, tu utilises une disqueuse aussi, il faut que tu aies les lunettes, il faut que tu aies le casque, les chaussures de sécurité, les EPI, tu sais, quand tu montes en toiture, par exemple, il faut que tu mettes une ligne de vie. Ça, c'est tout un tas de choses que tu vas apprendre avec les grosses boîtes et que j'ai appris du coup avec les grosses boîtes. Et du coup, après, quand j'ai commencé à travailler, tu sais, comme je te disais, dans la partie photovoltaïque, je travaillais aussi en sous-traitance, mais là, ma clientèle, c'était plus du B2C. C'est-à-dire que je travaillais en B2B, mais les clients B2B, eux, ils avaient une cible B2C. Du coup, je faisais les installs et, en sous-traitance. Et c'est vrai qu'avec, tu sais, les problèmes de paiement, les retards, ou même certains clients qui te payent pas. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas développer sa partie commerciale, En fait, tu as une chaîne qui part d'un prospect, donc c'est la vente d'un client, jusqu'au paiement. Et en fin de compte, nous, on n'avait que la partie pause en sous-traitance. Donc après, on a commencé à apporter les autres maillons de la chaîne pour être un peu plus indépendant. Et du coup, c'était en 2008 à peu près que j'ai lancé ça, du coup, avec Ilan. Alors justement, comment est-ce que tu as l'idée de... on a compris, donc c'est parce que tu veux être indépendant, tu veux maîtriser donc, tous les maillons de la chaîne. Est-ce que, juste avant de commencer sur ça, est-ce que déjà, sur ces années-là, tu commences à voir ce qui se passe dans les énergies? Est-ce que tu entends un peu la loi POP, j'imagine, un peu qui arrive? Alors, etc. c'était pas la loi POP à l'époque, c'était le rachat d'électricité du photovoltaïque qui était très haut, il était à 60 centimes. Et du coup, je travaillais en sous-traitance et c'est vrai que la demande, elle était énorme. Parce que en quelques mois, j'étais passé à plusieurs centaines d'équipes donc, sur le terrain. Et il y avait énormément de travail. Et du coup, à cette période-là, je me rappelle, il fallait avoir, d'ailleurs jusque maintenant, il fallait une formation qui s'appelait le Quali-PV, avec qualité ENR. Et du coup, à ce moment-là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais contacté toutes les entreprises qui étaient sur ce site de qualité ENR. Et en passant mes coups de fil, du coup, j'étais tombé sur Ami et Mahmoud. En fait, c'est le frère d'Ilan et l'associé du frère d'Ilan. Donc, du coup, je leur ai dit, voilà, moi, j'ai des équipes de pause. Donc, lui, il avait une boîte certifiée Exactement, ils avaient une boîte certifiée. Donc, dans les centaines ou les centaines d'appels que j'avais fait, j'étais tombé sur eux. Et du coup donc, je leur dis, voilà, moi, je suis installateur, j'ai tant d'équipes de pause. Si vous avez des chantiers, on peut travailler en partenariat, etc. À l'époque, je crois qu'ils étaient vers Porte de Clignancourt. C'est une grosse boîte à l'époque ou... Non, c'était une petite boîte, un peu comme nous. Mais bon, après, tu sais, on se présentait un peu comme des grosses boîtes des deux côtés, mais on était tous les deux des petites boîtes, en fin de compte. C'est vrai. Donc moi, j'avais des petits bureaux, ils avaient des petits bureaux, mais c'est vrai que quand on se parlait... Mais pourtant, j'avais pas mal de monde qui bossait, mais on était plus sur le terrain. Et on avait des dépôts. Parce que, tu sais, avant, ça se passait surtout dans les dépôts. Nous, on faisait que de la pause, c'était pas... Et du coup, je vais chez eux.
Et on commence à discuter, etc., à faire connaissance. Et c'est là que je rencontre Ilan. Et du coup, Ilan, c'était un peu le petit frère. Et moi aussi, j'avais cette relation un peu dans mon petit écosystème, parce qu'il y avait mon frère avec moi, où j'étais le petit frère aussi. Donc, on avait ce truc-là en commun où on était les petits frères qu'on mettait de côté. Tu voulais prendre ta revanche. Exactement. Non, mais tu sais, on se comprenait bien sur ce point de vue-là, tu vois. Et du coup, c'est vrai que dans leur boîte, c'était plus, je pense, Ami Mahmoud qui prenait les décisions. Et du coup, Ilan, comme c'était le petit frère, du coup, je crois qu'il était commercial chez eux. Et du coup, un jour, je lui dis, bah, regarde, moi, je maîtrise la partie technique. Toi, tu maîtrises la partie commerciale. Et au tout démarrage, avant qu'on se mette ensemble, je lui dis, viens, je te fais tes pauses et toi, tu me fais des ventes. Classique. Donc, voilà. Je lui dis, tu me fais des ventes, essaye de me développer un peu mes commerciaux. Moi, je trouve des commerciaux, tu me les formes. Et moi, si tu veux, je te fais tes pauses. Et même si tu veux trouver des équipes techniques de pause, bah, je peux te les former. Il me dit, ah ouais, écoute, top, on fait comme ça, etc. Donc là, on se met ensemble, donc on démarre. Direct, le feeling, il est passé. Ouais, par contre, c'est passé très rapide. Et là, on a travaillé, 1 mois et demi ensemble, 2 mois comme ça. Et après, on a dit, bon, vas-y, tu sais quoi, laisse tomber, viens, on s'associe. On met tout dans le panier. Et moi, j'avais toutes mes équipes de pause. Lui, il avait quelques commerciaux. Et on a tout mis dans un pot commun. Incroyable. Et là, on a fait une boîte. Et après, du coup, pendant plus de 15 ans, on était ensemble. On a bossé, on a développé. On a commencé dans un bureau. Tu sais, quand on a commencé vraiment la partie bureau, c'était à Vitry-sur-Seine. Donc, un de ces jours, si tu veux aller visiter, c'est un bureau qui doit faire 10 mètres carrés. Donc, c'était avenue Maximilien Robespierre. Et après, on a pris des grands bureaux. Bon, après, on s'est développé. T'as des photos, on les mettra peut-être à la... Je sais pas si t'as des photos, on les mettra à l'image. Je sais pas. Je peux retrouver une photo du bureau. Alors au début, c'est quoi? Déjà, la boîte, elle s'appelle comment dès le début? C'est Général Énergie. Alors moi, j'avais ma boîte qui s'appelait Abilec. Et lui, il avait créé la boîte qui s'appelait France Solaire. Et après, du coup, on a un peu fait un espèce de mix et on a avancé. C'est quoi le but dès le début de la boîte? Sur quel produit vous bossez? Sur le solaire? Sur le solaire, mais par contre, quand on s'est mis ensemble, dès le début, ça a été... Ça a marché. Ouais, ça a été énorme. C'est-à-dire, toi, tu gérais bien ta partie, lui, gérait bien sa partie. Ouais. C'était lui... on était chacun un peu passionné par nos trucs. Donc, lui, il était passionné de marketing... Dès le début, année 2009-2010, il faisait déjà des super beaux catalogues. Genre, lui, c'était pas du tout un technicien, du tout. Non, lui, c'est plus la partie commerciale. C'est plus la partie commerciale et moi, c'était la partie technique et on va dire la partie gestion, finance, tout ce qui est structure juridique, compta, contrôle de gestion, etc. Bon, ça arrivé bien plus tard, parce qu'au début, on savait même pas ce que c'était que le contrôle de gestion. Mais voilà, c'était comme ça qu'on se... Donc, il n'y a pas de galère dès le début, parce que généralement, c'est ça, on a toujours les erreurs au début d'une boîte. Si. Ah si, attention, on a essuyé des plâtres, on a essuyé plus que des plâtres ensemble. Si, on a eu beaucoup de problèmes. Bah, tu sais, nous, on vient d'en bas. Du coup, on a appris avec les erreurs et on a appris avec les punitions, Les erreurs, c'est plus quoi? Juridique, administratif, etc. Ou c'est, c'est vraiment de tout. C'est là que tu te rends compte que en fait, les énergies, c'est un métier qui est très subventionné par l'État. Et en fait, tous les métiers qui sont subventionnés par l'État, c'est des métiers qui sont hyper surveillés, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire, tu peux avoir un contrôle fiscal, tu peux avoir un contrôle d'URSSAF, tu peux avoir un contrôle de la DGCCRF. Je veux dire, il y a des sociétés... j'avais entendu parler d'une société, je ne vais pas spécialement citer leur nom, mais ils avaient un litige avec un client. Ils ont eu un contrôle. Quand ils ont eu un contrôle, ils se sont connectés sur leur CRM, ils se sont rendus compte qu'ils ne respectaient pas la RGPD. Du coup, derrière, ça existait déjà à cette époque-là? Non, c'était c'est récent. C'est juste pour te dire les risques. On va dire c'était il y a... Quand même, c'était presque il y a une dizaine d'années, un peu moins d'une dizaine d'années, pardon. Mais tu vois, ils ont eu 500 000 € d'amende et la société, elle a fermé parce que la CNIL, elle les a pénalisés, tu vois. Mais à plus petite échelle, la DGCCRF, déjà depuis très longtemps, par exemple, tu as des mentions obligatoires à avoir. Tu sais, c'est des trucs bêtes. Mais quand un petit artisan, il se lance, il ne sait pas. Par exemple, tu sais, tu es obligé de mettre une date limite sur une offre.
Sur un devis Sur un devis, par exemple. Et tu sais, tu as des mentions obligatoires. Il y a des trucs que tu peux pas mettre. Par exemple, tu peux pas mettre... parce que tu sais, dans le métier des énergies, il y a beaucoup de ruptures de stock. C'est-à-dire que des fois, je dis n'importe quoi, tu vas vendre du Deakin, mais au moment d'installer, il n'y a plus de Deakin sur le marché, donc tu vas mettre du Atlantique, par exemple. Donc, sur les bons de commande, tu peux mettre Deakin ou équivalent. Et ben ça, par exemple, tu peux pas, juridiquement parlant... Tu n'as pas le droit de le faire? Si, mais il faut que tu mettes une annexe dans tes conditions générales de vente en spécifiant quelles sont les équivalences, etc. C'est beaucoup plus poussé que ce qu'on croit. Et tout ça, bah, tu l'apprends sur le terrain. Du coup... Parce qu'il n'y a pas forcément d'école où tu apprends vraiment sur le terrain. J'imagine qu'il y a des études un peu comme ça, mais bon... Est-ce que tu apprends vraiment la réalité du terrain? En fait, le truc, c'est qu'il faut prendre un juriste ou un cabinet d'avocat. Mais tu sais... Ça coûte de l'argent. Le métier des énergies, je te cache pas que les gens... Bah, nous, les premiers, hein, quand on s'est lancé... Au début, tu sais, tu prends pas de cabinet d'avocat, tu gardes ces budgets-là pour régénérer du business. Tu penses qu'à générer du chiffre d'affaires. Tu penses qu'à ça. Et au final, tu penses pas à te protéger, sachant que se protéger, c'est le truc le plus important, tu vois. Bien sûr. Même... du coup, tu fais pas mal d'erreurs tout au long de ta carrière. Il y a un truc aussi sur lequel on avait eu beaucoup de problèmes dans le passé et que du coup, on a solutionné avec le temps. C'était les crédits de TVA. Parce que tu sais, quand tu travailles dans l'énergie, tu vends avec un taux de TVA réduit. Mais du coup, quand tu repayes tes prestataires et tes fournisseurs, tu payes avec un taux de TVA à 20%. Et quand tu encaisses... Donc, sur tes devis, c'est de la TVA à 5,5. Ce qui fait que tu te retrouves avec un crédit de TVA. Et souvent, quand ta comptabilité elle n'est pas spécialement bien gérée, ce qui se passe, c'est que tu as un contrôle. Et pendant le contrôle, il te fige tes crédits de TVA. Donc, du coup, si le contrôle il dure 8 mois, pendant 8 mois, tu ne touches pas ta TVA. Mais du coup, c'est vital pour cette société. Bien sûr. D'ailleurs, on en a payé les frais parce que la boîte où Ilan il était gérant, elle avait fermé à cause de ça. Voilà, il était monté à plus de 2 millions d'euros de crédit de TVA. Et du coup, après, tu sais, il y avait eu plein de plaintes de clients du coup, qui pensaient que c'était une arnaque ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'était pas du tout une arnaque. Bien sûr. C'était le crédit de TVA qui avait mis... plus d'1 an au final à se rembourser. Et du coup, voilà. Fonds de roulement. Donc avec le temps, tu apprends comment gérer ta comptabilité pour ne pas avoir de crédit de TVA. Donc déjà, tu as des petites méthodes de travail qui te permettent de réduire les risques. Toi, je peux te donner quelques exemples si tu veux, concrets. Mais tu sais, quand par exemple, tu as une entreprise dans le bâtiment, souvent, tu as ta carte bleue et tu l'utilises. Et après, tu te retrouves avec plein de tickets. Horrible. Et du coup, après... Tu sais, soit tu perds les tickets, soit tu les donnes pas à ton comptable, tu sais plus d'où elle vient la dépense. Exactement. Et donc ça va dans ce qu'ils appellent un compte d'attente en comptabilité, c'est les factures manquantes. Et du coup, quand tu as un contrôle et que aléatoirement, le contrôleur, il voit qu'il manque des factures, etc. Donc après, il creuse, il recontrôle encore plus. Et du coup, c'est ce qui fait durer le contrôle. Parce que toi, des fois, tu vas redemander à tes fournisseurs, mais tu as payé en carte bleue. Donc, pour aller retrouver ça, c'est quasiment impossible. Bien sûr. Donc, du coup, le truc, c'est que, par exemple, pour le carburant, tu prends une carte essence. Par exemple, tu sais, tu as Total qui fait ça, ou des sociétés comme DKV, par exemple, où tu vas donner des cartes à tes techniciens. Et par exemple, si tu as 50 cartes de carburant, tu n'as qu'une seule facture pour les 50 cartes avec le récapitulatif. Tous les mois ou tous les ans ou... Une facture par mois. Magnifique. Voilà. En fait, l'objectif dans ta compta, c'est d'avoir le relevé de compte le plus petit possible. C'est ça l'objectif. Par exemple, tu arrêtes d'acheter chez Leroy Merlin, etc. Tu ouvres des comptes. Par exemple, n'importe quoi, chez Point P, Rexel, Axe 10 Pro, etc. Ou plein d'autres fournisseurs qu'il y a sur le marché. Et pareil, donc tu vas commander tout le mois du matériel et tu vas avoir une seule facture. Pour les fournitures de bureau, aujourd'hui, tu en as plein qui vont chez Action parce que c'est moins cher. Mais tu fais des économies. Mais tu te retrouves avec des comptabilités lourdes et au final, c'est pas dans ton intérêt de faire ça. Donc après, tu sais, tu as JM Bruno, par exemple, qui te fait ça aussi. Donc pareil, Donc ça, déjà, c'est une première partie Ça, c'est un vrai conseil parce qu'il y a beaucoup d'artisans, surtout les indépendants qui doivent galérer avec ça. C'est un vrai conseil. Exactement. Après, quand tu montes en puissance, donc là, tu deviens dans une autre catégorie d'entreprise. Donc là, tu commences à devenir, par exemple,
tu commences à avoir plusieurs sous-traitants et plusieurs apporteurs d'affaires. Donc, tu sais, dans le milieu des énergies, on appelle ça des régies. Ouais, bien sûr. Et ben, par exemple, quand tu as beaucoup de régies ou beaucoup de sous-traitants, moi, ce que je préconise, c'est de prendre le plus sérieux de tes sous-traitants ou la plus sérieuse de tes régies, de leur ajouter un petit pourcentage et de centraliser le contrat avec eux. Pourquoi ? Comme ça, tous les 3 mois, tu vas leur demander leurs attestations et leurs quitus fiscaux. Et du coup, tu n'auras qu'un seul fournisseur. Pour le matériel aussi, tu vas centraliser sur 2-3 fournisseurs. Et pour les sous-traitants, pareil, tu vas centraliser sur 2-3 sous-traitants. À qui, limite, tu vas donner un petit plus, parce qu'après, tu sais, tu vas être dépassé. Donc, tu auras beaucoup de choses à gérer, ça sera très compliqué. Bien sûr. Donc, tu vas centraliser sur... Tu n'auras que 2-3 sous-traitants, 2-3 régies et 2-3 fournisseurs. Demain, tu as un contrôle. C'est très simple. Tu donnes tes quitus fiscaux, parce que tu les auras, ça aura été facile à manager. Et de l'autre côté, tout sera carré, la partie contractuelle. Si tu as des factures manquantes, tu n'as que 2-3 fournisseurs à contacter pour récupérer tes factures. Et là, ton crédit de TVA, c'est fluide en fin de compte. C'est un peu la loi de Pareto, prendre les 80-20. Exactement, c'est exactement ça. Parce qu'on les voit, les installateurs qui prennent 60 régies, qui leur envoient un dossier par-ci, un dossier par-là. C'est ça, le truc c'est qu'après, juridiquement, tu n'es pas carré. Donc le contrôleur, en fait, c'est normal. Il vient, tu n'as pas de contrat qui est à jour. Ou tu avais fait un contrat qui durait 1 an, mais toi, ça fait 5 ans que tu travailles avec ta régie, donc tu n'as pas renouvelé tes contrats. Et du coup, tu te perds dans ta compta. Tu te perds, exactement. Bien sûr. Mais c'est pour ça que l'expression que j'aime beaucoup, c'est le pas cher coûte cher. Ça, c'est une vraie expression. Pas cher, c'est trop cher. Ah, exactement. Des fois, il te coûte très, très cher le pas cher. Ok. Et des fois, il vaut mieux perdre un petit peu et gagner sur du plus long terme, tu vois. Complètement. Et tu sais, moi, dans le parcours, donc du coup, j'ai rencontré des gens qui ont fait qui ont eu des grands parcours. Et du coup, c'est vrai que quand on dit gagner de l'argent, c'est facile, mais le sécuriser, c'est beaucoup plus difficile. Au début, tu la comprends pas trop, cette expression. Et du coup, c'est une expression qui est... C'est pas gagner, c'est garder. C'est important. C'est ça. C'est ça. Et après, du coup, avec le temps, avec Ilan, on a créé un groupe. Alors, avec le temps, c'est-à-dire, au début, c'est pas un groupe, c'est une boîte. Non, au début, c'est une structure. C'est une structure. Donc après, tu sais, on a démontré qu'on avait fait nos preuves et qu'on faisait plusieurs... Voilà, justement, en parlant de preuves, tu sais, moi, j'aime bien les chiffres. Ouais. On est quoi au niveau des chiffres Alors, tu sais, on avait fait au démarrage une société qui s'appelait H2O. H2O, c'était une société de pause. Donc, c'est une structure avec laquelle on est monté à presque 30 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une seule structure. Voilà. Mais après, voilà, on s'est rendu compte. C'est là où tu vois que l'expérience, ça t'apprend beaucoup de choses. Parce que c'est là où on s'est rendu compte que c'était trop dangereux de travailler sur une seule structure. Et je vais t'expliquer pourquoi. Bien sûr. On avait fait, si je te dis pas de bêtises, entre 20 et 30 000 chantiers en isolation à 1 euro. Et nous, on avait affecté un budget, en fait, un pourcentage du chiffre d'affaires qui était affecté au SAV. Donc le service SAV, c'était vraiment le truc le plus important pour nous. Et on le voit sur les notes Google. Bon, on a des notes qui sont négatives, mais parce que des fois, tu as des clients, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu peux leur proposer ce que tu veux, il n'y a rien à faire. Et en fait, quoi qu'il arrivait, on essayait, c'est-à-dire que c'est ce qu'on essayait de faire. Alors, on a eu des loupés, parce que c'est vrai qu'aussi, le problème, c'est que en France, ou dans les énergies, enfin moi de ce que j'ai vécu, on pointe souvent du doigt un loupé que tu as. Mais quand tu fais 30 000 chantiers, c'est normal que tu aies 50 chantiers. C'est obligatoire. Limite, ça ferait peur s'il n'y en a pas. Tu vois. Voilà, exactement. Aujourd'hui, tu as même des boîtes comme Samsung ou même Renault qui font des rappels de voitures. Donc, tu sais, c'est normal que tu aies des loupés. Tu sais, on va te prendre au mot comme si on était... des fois, tu as l'impression que tu as des personnes comme ça, des partenaires, ou ça peut être des partenaires financiers ou quoi que ce soit, qui sont cachés comme ça derrière un couloir avec des jumelles qui attendent la moindre erreur, c'est pour dire t'as vu, t'as fait une faute. C'est vrai. Et du coup quand tu fais du volume, donc tu fais des petites erreurs. Et sur l'ISO à 1 euro, on avait fait entre 20 et 30 000 chantiers. C'est énorme. En combien de temps? On faisait à peu près 100 chantiers par jour. 100 chantiers par jour? Ouais, entre 100 et 150 chantiers jour. Énorme. Donc, tu vois, ça faisait 2000 chantiers. Dans toute la France, j'imagine. Voilà, par mois, on travaillait sur 10 mois, 8 à 10 mois. Donc, tu fais ton calcul sur peut-être 1 an et demi, 2 ans, entre le fait que le début, on en faisait un peu moins, et après, quand ça s'est arrêté, la fiche, on en faisait un peu moins.
On a eu des problèmes. Tu sais, quand tu fais du volume. Normal. Par contre, on a toujours essayé d'inculquer les bonnes règles à travers on avait fait une charte même qualité qu'on donnait aux poseurs, etc. Sur ces 30 000 chantiers, je m'en rappellerai toute ma vie. Il y a un client, je l'ai géré personnellement. Okay. Il voulait rien entendre. On lui a dit, monsieur, parce qu'on avait fait des trous. En fait, tu sais, quand tu fais le plancher bas, plancher bas, c'est isolation de plancher bas. Ouais. C'est quand tu es dans un sous-sol et que tu veux isoler le plafond du sous-sol. Ça s'appelle l'isolation par plancher bas. Voilà. Je crois que quand ils avaient percé, ils avaient traversé, et du coup, ça avait cassé le carrelage au-dessus. Donc, on lui a dit, monsieur, non seulement on va vous rembourser intégralement l'isolant, donc là, le montant qu'on a perçu par le fournisseur. Parce que lui, il n'avait rien payé, j'imagine. Il n'avait rien payé, mais on va quand même le rembourser. Et on va lui dédommager la partie carrelage. Et il y avait aussi un petit problème, c'est que sur ce chantier, il y avait une cheminée, les techniciens, ils n'avaient pas respecté une règle technique. Du coup, le client, il veut rien entendre. Il contacte les associations de consommateurs, donc je crois qu'il contacte la DGCCRF, qui contacte Calibat qui se mêle du truc. Il nous retire le RGE. Non. Et là, je fais waouh. Il retire le RGE, on avait 150 salariés. Tu peux plus travailler du jour au lendemain. Waouh. Donc, du coup, la boîte, elle se met à l'arrêt du jour au lendemain. Une plainte, il te retire tout le RGE alors que tu as fait 30 000 chantiers derrière. Exactement. Donc, nous, on essaye, là, c'est panique à bord, on essaye de contacter Calibat, etc. Wow. Bon, on part en procédure. Et c'est effectif direct. Ouais, c'est effectif du jour au lendemain. C'est pas on te dit dans un mois, tu n'as plus le RGE, prépare. Ouais, de toute façon, même si c'était dans un mois. Ouais, c'est dramatique quand même. Salariés, ouais, bien sûr. Et c'est là que moi, ça m'avait fait un électrochoc, tu vois. Je me suis dit, mais tu sais quoi, c'est fini. À partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un groupe et je vais essayer de mettre à disposition toute cette connaissance qu'on a accumulée du coup, depuis 2004 auprès d'artisans, de poseurs, etc. Mais attends, comment tu la gères, cette situation-là? T'as plus d'RGE, la boîte, elle est comment? Alors, on avait de la trésor. Alors, on a fait une procédure de référé qu'on a gagnée. Donc, ils nous ont remis le RGE. Le problème, c'est que ça a touché un peu l'orgueil des équipes de Calibat parce qu'après, ils se sont mis à nous traquer sur toutes les boîtes qu'on pouvait monter, etc. Et c'était devenu une espèce de chasse à l'homme, tu vois. Pourtant, on s'est présenté. Hein. Moi, je me suis personnellement présenté chez le président de Calibat. Tu sais, parce que lui, il avait eu des échos, du coup, par rapport à ce chantier, comme quoi qu'on était... ce qu'ils appelaient des éco-délinquants, etc. Donc moi, je me suis déplacé, donc j'ai présenté le groupe, j'ai présenté la structure, j'ai présenté les salariés, j'ai tout présenté, etc. Mais sincèrement, il n'y avait rien à faire. Aucune... Des éco-délinquants. Ouais, c'est devenu la mode, en fait, de dire ça. Tu sais, quand tu fais la moindre erreur aujourd'hui, il y en a. Mais on a l'impression qu'ils sont encore plus durs sur les boîtes des énergies. Pas pourquoi, mais les boîtes des énergies, ils font un chantier mauvais sur 30 000, ils vont leur tomber dessus... Ouais, franchement, en fait, dans les énergies, tu as des gens qui font qui font n'importe quoi. Donc, tu as des échos. Ouais, ça, c'est sûr. Mais après, il faut faire la part des choses. Quelqu'un qui est pignon sur rue, qui travaille depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Là, je parle même pas pour moi, là, pour le coup. Hein. Je parle pour, il y en a plein. Pour des centaines de personnes qui travaillent et qui sont connues et reconnues dans le métier et qui sont très sérieux. Après, oui, bien entendu, tu fais des erreurs. Ça n'existe pas. Tu fais des chantiers... Sur des milliers de chantiers, tu as des loupés. Le plus important, c'est quoi? C'est de le gérer derrière. La réaction client. Exactement. C'est pas qu'il appelle et qu'il n'y a personne au téléphone. Nous, c'est ce qu'on avait expliqué même lors du référé. C'est qu'on avait les preuves écrites, qu'on avait proposé toutes les solutions aux clients. D'ailleurs, si demain, si on peut passer ce message-là à des artisans ou des entreprises, gardez une traçabilité de ce que vous faites. C'est-à-dire que quand tu proposes un truc à un client, tu lui proposes par écrit. Et en fait, ça montre ta bonne foi en cas de procédure et ça démontre que toi, tu as proposé, tu as trouvé une solution. Parce que tu sais, tu as des clients, des fois, tu leur proposes des solutions, il n'y a pas de solution. Et ce client-là, il n'y avait vraiment, vraiment rien à faire, tu vois.
C'est important surtout de leur dire aux artisans de surtout gérer leur SAV parce que l'installation, c'est pas une fois que c'est installé. Autre chose très très importante, c'est qu'à la fin de chaque SAV, peu importe le type d'SAV, il faut faire un protocole. Ok. Il faut toujours faire un protocole. C'est quoi un protocole? Un protocole, c'est un document qui explique la situation, qui explique le SAV. Ce qui s'est passé, ce qu'on a fait. Par exemple, toi, tu as posé des panneaux solaires chez un client. D'accord? Il y avait une fuite chez le client. Il m'appelle. Il t'appelle, tu t'es mis d'accord avec lui. Tu es intervenu, il te dit « Merci, monsieur Azencol, je suis très content. » Ça suffit pas. Il faut que tu fasses un document. Tu marques, tu sais, comme dans un contrat, hein, le nom de ta société, le nom du client. T'expliques donc dans le contexte la problématique. Et ensuite, t'expliques que tu es intervenu, que tu as réglé le problème et que le client est satisfait et que en aucun cas, il sera amené à se retourner contre toi ou à t'exiger ou te demander quoi que ce soit. Histoire réglée. Voilà, que l'histoire, elle est clôturée. Okay. Après, tu peux le faire rédiger par un avocat et tu vas le payer qu'une seule fois, le protocole, parce que c'est un modèle. Et ensuite, tu as juste à changer, tu sais, l'histoire du SAV, hein, si c'est du photovoltaïque ou autre chose, peu importe, de l'isolation ou de la pompe à chaleur ou ce qu'on veut. Ok. Donc, cette étape, elle arrive quand? Donc, vous avez plus l'RGE, vous comprenez qu'il faut se structurer un peu différemment, qu'il faut... Alors là, quand on a ça, après, on fait une réunion un peu d'urgence donc dans la boîte. Et là, je prends tous mes responsables régionaux, parce que tu sais, on a des dépôts dans toute la France. Et je leur propose de leur créer une boîte, de leur donner une partie du capital de la boîte, de leur donner les camions, les outils, les dépôts, le matériel et une partie de nos apporteurs d'affaires et de gérer ce qu'on a appelé une filiale. Ok, donc tu les intègres en fait vraiment à la société parce que quand on a au départ, on se sent vraiment dans la boîte, etc. En fait, c'était ce sentiment qu'on voulait inculquer en interne. C'était le fait de se dire, voilà, si la personne elle a des parts dans l'entreprise... Lâche pas. Exactement. Elle fera attention comme si c'était sa boîte. Exactement. Donc, ça, on est à quelle année à peu près sur revirement On commence ça à partir de 2017-2018. Ok, d'accord. Voilà. Et donc à ce moment-là, l'isolation en euros, ça continue ou on est vers la fin? Ouais, ça continue. Ça continue, d'accord. Ouais, après, tu avais pas mal de fiches. Hein. On faisait pas que de l'isolation en euros. Donc nous, on a vraiment quand même appris à se diversifier. Hein, Mais quand même, principalement, j'imagine, c'était l'ISO en euros. Ouais, c'était principalement. À cette époque-là, surtout. Le truc, c'est que nous, à la base, on se diversifie. Donc, on répartit toujours notre chiffre d'affaires sur différentes activités. Mais des fois, tu as une activité qui est tellement en demande que en fait, c'est elle qui vient t'absorber ton chiffre d'affaires. Ok. Donc, du coup, toi, tu arrives chez un client, tu proposes... comme sur notre catalogue, différents produits. Et comme l'isolation, elle est à 1 euro, du coup, le client il dit non, moi, installez-moi l'isolation à 1 euro et on verra plus tard pour la pompe à chaleur, etc. Donc ça se passe souvent comme ça. Ok. Donc après... C'était comment ta gestion avec... Parce que voilà, tu nous as dit que toi, tu gérais un peu la partie technique, niveau installation, etc. Ilan, c'était plus marketing. Quand vous commencez à faire du gros chiffre, comment vous arrivez à vraiment structurer, ok, moi je gère cette équipe-là, moi je gère ça, et bien s'entendre parce que déjà, nous, on s'est toujours bien entendu, parce qu'on a vécu déjà des tsunamis à l'époque de France Solaire, Abilec, etc., où il y avait même une des structures qui avait fermé, on avait eu beaucoup de problèmes, etc. Et du coup, on s'est rendu compte, en fait, tu sais, des fois, tu ne le sais pas que tu t'entends avec ton associé. C'est avec le recul que tu t'en rends compte. Tu sais, c'est un peu comme dans le mariage. C'est avec le temps que tu te rends compte que tu fais qu'un en fait avec l'autre personne. Du coup, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, on s'entendait très bien, on se prenait pas la tête, même dans des situations mais de tempête extrême. Et on s'était toujours dit un truc. C'est que on tire pas sur les ambulances. C'est-à-dire que demain, il y en a un qui fait une erreur, c'est bon, on n'a pas besoin... Il est assez grand pour culpabiliser tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller de l'enfoncer, remuer le couteau sur la plaie. Donc, c'était devenu un petit peu l'inverse. C'est une culture inverse. Où quand il y en a un qui faisait une grosse connerie, et ben l'autre, il lui disait « Ouais, vas-y... tranquille, t'as compris maintenant. Après, on avait ce point en commun aussi où on mettait aussi tout sur la spiritualité, tu vois. On se disait, bon, c'est comme ça, c'est ce qui devait se passer. Donc, à partir du moment où c'est ce qui devait se passer... Mais attention, nous, on disait c'est ce qui devait se passer après avoir vraiment fait notre maximum pour que ça se passe pas. Tu sais, il y en a des fois, ils négligent tout. Ils sont là en
en pied croisé comme ça sur un transat et après ils te disent ouais c'est le destin. Non, t'as fait ton max. Exactement. Si tu fais ton maximum, tu fais vraiment tout ce que tu peux. Après quand ça se fait pas, ça se fait pas. C'est comme ça. Et du coup on avait vraiment ce truc là. Moi je te le dis sincèrement, que ce soit Ilan de son côté ou moi, des fois on assistait à des réunions l'un avec l'autre dans des services. Tu sais, on disait, ouais, moi, des fois, j'ai assisté à des réunions où ils mettaient des stratégies commerciales. Ouais. Genre, j'étais pas du tout d'accord. Okay. Mais je disais, ouais, ok, super. C'est quoi, top niveau? Parce que on s'était dit que si on veut que ça fonctionne, faut pas qu'il y en ait un qui empiète sur les pieds de l'autre, en fin de compte. Ouais. C'est-à-dire, tu fais ce que tu as à faire, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Et à la limite, s'il y en a un qui doit dire quelque chose, il donne son avis. Et tu sais, donner son avis, c'est tu viens, tu donnes ton avis, et puis voilà, tu repars. C'est pas t'imposes ton avis, tu commences à devenir nocif pour ton partenaire. Okay. Tu vois, parce que tu sais, souvent aujourd'hui, même ça peut être même dans l'environnement familial, dans l'environnement, peu importe, tu sais, des fois, tu as des personnes qui donnent leur avis. Donc tu sais, il vient, il te donne son avis, et du coup, bien sûr. L'avis, tu le prends ou tu le prends pas. Bien sûr. Et il y a des gens qui veulent t'imposer leur avis. Nous, on était plus dans la relation où voilà, on venait, on disait, bon, t'as vu ce que t'as dit là? J'y crois pas du tout. Mais tu sais quoi, moi, je te conseille ça, ça, ça. Allez, vas-y, fais ce que tu veux. Tiens, la patate chaude. Fais ce que t'as à faire. Okay. Et dans la partie gestion, pareil. Ilan, il a jamais regardé la partie gestion. Et je vais te dire un truc fou, mais même les comptes. Si je lui disais qu'on avait gagné 10 €, il me disait OK. Si je lui disais qu'on avait gagné 1 million, il me disait OK. Enfin, je sais pas si tu vois il n'allait pas vérifier ce qu'il a... Il a jamais contre-vérifié quelque chose. Jamais. C'est beau. Ouais. Ça montre la confiance. Ça, par contre, je m'en suis rendu compte quand il est parti. Ok. Ouais, je m'en suis rendu compte qu'après. Je me suis dit, mais en vrai, c'est un truc de fou parce que, tu sais, des fois, tu fais des réunions avec d'autres gens, d'autres partenaires, d'autres personnes avec qui tu bosses. Et là, tu te dis, waouh, je viens de passer 5 heures pour faire ce compte-là. Je dis, mais en plus, c'est pour un petit truc. Ouais. Je me dis, l'autre, c'était des comptes de martiens. Et en fait, je me suis rendu compte avec du recul que plus il faisait ça, plus il mettait la pression pour que je fasse les comptes en sa faveur. Tu sais, parce que des fois, quand tu gères une boîte, des fois, ça peut m'arriver de faire des dépenses ou des trucs, peut-être, tu vois, ou peut-être je vais inviter des clients en plus au resto et que lui va moins les inviter. Donc, tu sais, tu te mets une enveloppe un peu plus importante que lui. Okay. Et je me suis rendu compte que je faisais plus les choses en sa faveur avec ce comportement-là. En fin de compte, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est une bonne technique. Il est trop fort, en fait. Et tu sais, lui, il avait grave cette image de mec naïf et de personne qui comprend rien. Mais tu sais que dans ma tête, je me disais, mais les gens, ils savent pas que lui, il est très, très fort en vrai. Ouais. Parce que tout ce qu'il fait, au final, il se fait jamais avoir, sachant qu'il fait tout pour ouvrir toutes les portes pour se laisser... pour qu'il puisse se faire avoir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et au final, c'est-à-dire que dans le factuel et dans la réalité... Eh ben, ça se passait pas du tout comme ça. C'est lui qui gagnait. Exactement. Et j'ai appris ça de lui, par contre. Magnifique. Parce que c'est bien. Au final, avec des gens extérieurs, tu vas le faire, tu peux perdre. Tu vas perdre. Ouais. Mais à la fin, tu vois, il y a une espèce de karma qui fait que tu réussis toujours à la fin. Ouais. Tu vois? Ouais. Et c'est vrai que c'était incroyable, ça. Des fois, je lui disais, vas-y, sois un peu plus dur avec moi comme ça. Je vais être un peu plus dur, moi aussi. Ouais. Et plus je lui disais ça, plus il était encore plus souple. Tu vois ou pas? C'était incroyable. Bien sûr. Magnifique. Magnifique. Ou tu sais, quand je dis n'importe quoi, hein, mais quand on avait des dividendes à se distribuer, par exemple, tu sais, c'était le premier à proposer de dire vas-y, si tu as plus besoin, toi, prends en priorité. Moi, je pourrais prendre dans un second temps, tu vois. Il rendait fou quand il faisait ça. Incroyable. C'était incroyable, là, comme tu dis. Bien sûr. Alors, juste pour. Je sais pas si tu communiques dessus, mais en 2017. Si tu veux pas en parler, tu n'en parles pas, mais au niveau des parts, parce que tu as dit que tu as donné des parts à des filiales, etc. Ouais. Tu veux dire un peu au niveau des chiffres? Je sais pas si tu communiques dessus. Ouais, les filiales internes, en général, c'était des salariés, donc des responsables techniques. En général, on leur donnait, parce qu'il n'y avait pas de règle, hein, on leur donnait 25% du capital et on a créé une maison.
Non, on crée une filiale en fait. Ah voilà, de leur filiale, d'accord. Ouais, de la filiale, d'accord, voilà, d'accord. exactement. Ouais, on leur donnait 25%, mais tu sais, c'est nous qui leur apportions tout pour qu'ils puissent se développer. Bien Donc, sûr. Au final... Vaut mieux avoir 25% d'un gros gâteau. Tu sais, quand tu es salarié et le lendemain matin, tu te retrouves avec des camions, des outils, des apporteurs d'affaires que nous, on a mis du temps, en fin de compte, Bien sûr. C'est un réseau. À convaincre, exactement. Donc, du coup, c'était ça. Et après, du coup, on a des gens externes. Parce que, en fait, la stratégie du groupe GE, c'était quoi? C'était de se dire, attends, moi, je suis artisan, ou je suis technicien, ou je suis responsable technique. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire de la technique. C'est-à-dire, je sais commander du matériel, je sais aller sur le chantier, je sais installer, je sais gérer mes SAV, je sais installer mes produits, je sais gérer mon stock, je sais former mes techniciens. Après, un technicien, tu vas lui parler, vas-y, il y a une nouvelle veille réglementaire sur du C2E ou ma prime rénov ou du crédit d'impôt. Monte un dossier administratif. Il n'y a plus personne. Il faut faire de la comptabilité. À partir d'un certain chiffre d'affaires, il faut prendre un commissaire aux comptes. Il faut gérer tout ce qui est juridique, tout ce qui est RGPD, tout ce qui est contrôle de gestion, tout ce qui est marketing, tout ce qui est DSI, c'est-à-dire que système d'information. C'est toute la partie SI. Donc, c'est obligé de mettre en place un logiciel de compta, un logiciel de gestion des C2E, un logiciel d'intranet, un logiciel RH. Tu sais, tu as tout un tas de logiciels. Des fois, tu as même des logiciels de gestion type genre Trello. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Tu sais, c'est des gestions de tâches, gestion de projet. Tu sais, tu vas gérer tes tâches internes. Hein. Ça peut aller de je vais faire la carte grise de mon camion avec l'assurance de mon camion, à je vais passer mon RGE, à je vais... peu importe, je vais commander des combinaisons pour mes techniciens. Mais tu sais, quand tu as plein de tâches, si tu n'as pas un outil de gestion de tâches, tu te perds parce que tu sais, ton cerveau, il est absorbé par le travail. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris pareil, notre expert comptable, notre responsable juridique, notre responsable marketing en interne. On lui a dit, fais une filiale et propose tes services aux filiales internes. Et propose tes services aux filiales externes. Prends un pourcentage. Et on s'est retrouvé avec une filiale limite qui faisait de la compta, une filiale juridique, une filiale administrative, filiale SI, filiale marketing. On avait même une filiale où on faisait tout ce qui est catalogue, carte de visite, tout ce qui est plaquettes. Incroyable. Bah oui. En fait, si on prend des salariés, on leur crée une filiale. Exactement. On leur donne des parts de cette filiale. Exactement. Eux, ils ont notre expérience, notre réseau, nos contrats, parce qu'ils travaillent entre filiales, en fait. Ils sont d'argent entre eux, en fait. Et les filiales, tu sais, ça s'appelait les filiales support. Donc, tout ce qui est juridique, etc. Ouais. Eux, ce qu'ils avaient à faire, c'est aussi, ils pouvaient trouver des clients externes. Tu as plein d'artisans qui sont en demande. Bien sûr. Et du coup, après, on s'est retrouvé à avoir des artisans externes qui disaient, mais moi, je ne peux pas intégrer votre groupe, etc. On disait, ouais, mais les parts, c'est 25%. Donc, du coup, on négociait avec eux et après, on montait jusqu'à 49%. Et on récupérait 51% du capital. On leur disait, tu sais quoi, toi, occupe-toi que de la technique. Et nous, on va t'assister. Regarde, on a une filiale de ça, une filiale juridique. Et après, on a même mis en place du contrôle de gestion. Donc, contrôle de gestion, c'est du pilotage, en fait. Tu vas avoir des KPI, des indicateurs sur tout type d'indicateurs. Je peux te donner des petits exemples si tu veux. Vas-y. Mais, par exemple, tu as un logiciel qui s'appelle Power BI. Okay. Donc, ça, c'est notre SI qui gère ça. Okay. Power BI, c'est une solution Microsoft. C'est géré par toutes les multinationales, elles utilisent ça. Donc, on avait formé des gens experts en Power BI. Tu mettais un tracker sur ton camion. D'accord ? Tu prenais les informations de combien de litres au 100 il consommait et tu connectais le Power BI sur la carte, le numéro de carte totale sur le site, par exemple, de la carte de carburant. Et ensuite, dès que tu augmentais de 10% le ratio de consommation, par exemple, je dis n'importe quoi, 10 litres, tu faisais 100 km. Ouais. Donc 100 litres, tu fais 1000 km. Ouais. Si, par exemple, le tracker, il te donnait le nombre de kilomètres que tu faisais. Et la carte totale, elle calculait combien de litres tu mettais dans le camion. Dès que tu dépassais le ratio, ça t'envoyait un mail ou un SMS. Incroyable. Pour traquer les abus. Mais je te garantis que tous les gars qui ont volé du carburant, on les a attrapés. Tous. Ah, donc il y en a pas mal qui volent du carburant. Pas mal, mais tu sais, quand tu as 150 techniciens, il y en a plein qui prenaient du carburant,
Tu sais, même qui prenaient du carburant, qui mettaient dans les véhicules, je sais pas, leurs amis, leurs familles, qui revendaient du carburant, qui faisaient n'importe quoi avec le carburant. Incroyable, c'est super utile ça. Bah, en fait, quand tu veux monter une boîte, tu as deux voies. Soit tu vas la monter et tu vas être pollué. C'est comme si que, genre, tu faisais un marathon et que pendant que tu faisais un marathon, bah, il pleut, donc tu as les gouttes de pluie et après tu passes à côté d'un nid d'abeilles. Tu vas être pollué tout au long de ton marathon. Soit tu prends une route que tu construis en amont et après, pendant ta route, tu es tranquille. C'est-à-dire que tu vas être soleil, petite brise, 5 heures du matin, il fait bon, terrain plat et tu peux faire ton marathon tranquille. Ouais. Tu vois ? Et ben, quand tu mets en place toute cette organisation, ça te permet de faire ton marathon tranquille. Et le truc, c'est là que tu vois que le milieu des énergies, c'est beaucoup des artisans qui sont très très forts en technique. Donc le gars, il est expert en isolation par l'extérieur, isolation par l'intérieur, mais tout ce qui est gestion, c'est pas son truc. Donc tu vois, il devient très bon parce qu'il fait du bon travail. Donc quand tu fais du bon travail, qu'est-ce qui se passe ? Tu arrives chez un client, tu lui obtiens ses aides et tu fais du bon boulot. Il y a toute la rue qui veut s'installer. Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'après, il y a toutes les contraintes RGPD, comme on disait, comptable, crédit TVA, finance, etc., qui viennent rentrer en considération. Donc tous les artisans, ils ont des problèmes de gestion. Okay. Et tu sais, tu rencontres ça aussi dans quoi ? Dans la cuisine. Tu sais que tu as des super cuisiniers qui sont victimes de leur succès. C'est-à-dire ? Le gars, c'est un bon cuisinier, mais c'est pas un bon chef d'entreprise. Okay. C'est-à-dire que lui, il sait pas recruter, il sait pas gérer une équipe. Il sait pas gérer une équipe, il sait pas manager. C'est un bon cuisinier, tu vois. Et du coup, il va avoir beaucoup de monde qui va arriver. Et le truc, c'est ce que je dis toujours. Réussir tout seul, c'est un fait. Mais réussir en groupe, c'est d'autres compétences. C'est-à-dire que tu peux être bon seul, mais réussir à grossir en faisant grossir ton équipe, après, tu as la partie, quand tu grossis avec une équipe, tu as la partie gestion humaine. Tu sais, les gens, il faut les gérer, les gens. Ouais. Tu deviens psychologue après. Tu ouvres un cabinet. Moi, tu sais que dans le bureau, je te promets, des fois, on me disait, ouais, fais-moi une petite séance de psy. Tu vois, parce que tu dois remonter le moral des gens. Tu dois essayer de les... Justement, en parlant de ça, tu sais, on avait ton directeur général, Nicolas Pereira, qui était à ta place il y a quelques jours. Ouais. Je voulais parler justement de cette question dans les rapports humains, parce que justement, il est directeur général, etc. Comment est-ce qu'il arrive à gérer ça ? Et il me disait qu'au début, il avait eu des erreurs parce qu'il a tellement des gros problèmes à gérer, des paiements de 3 millions qui sont en attente, etc. Tous ces problèmes-là qu'on a dans un grand groupe, que quand tu as l'employé qui vient de te parler d'un petit problème à 50 balles, forcément, tu dis mais qu'est-ce qu'il me veut ? Mais tu te rends pas compte qu'en fait, c'est important pour lui, qu'il faut le gérer, cette personne-là. Toi, comment est-ce que tu gères comment est-ce que tu as appris à gérer l'humain ? En fait, le problème, il vient en amont. Tu sais, souvent, par exemple, tu as des gens, ils vont te dire quoi ? Ils vont te dire, ouais, mais comment je fais pour gagner un procès ? Tu sais, quand j'ai un procès dans les énergies. Ouais. C'est là que tu leur expliques que le procès, tu le gagnes pas. C'est soit tu l'avais anticipé en amont, et tu l'as gagné d'avance parce qu'en amont, tu avais anticipé ta RGPD, ta comptabilité, ton contrat avec ton client qui fait que tu as les éléments pour te défendre. Ou soit tu n'as rien et tu arrives et après, tu comptes sur la chance en fin de compte. Et en fait, quand tu crées une entreprise, tu sais, c'est comme si que demain, par exemple, admettons que toi, tu es à Paris et tu veux aller à Marseille. Ouais. D'accord ? Et tu veux y aller en train. Donc toi, tu dois construire ton train et tes rails, etc. Tu fais quoi ? Tu vas pas faire 10 mètres de rail, après tu démarres le train, tu avances de 10 mètres, tu refais 10 mètres de rail, tu avances de 10 mètres, tu refais... Non, tu fais tes rails de Paris à Marseille, tu poses ton train dessus, tu les fais assez solides, de manière à ce que tu puisses rouler assez vite pour pouvoir faire le trajet d'un seul morceau. Ouais, tu es d'accord avec moi ? Dans une entreprise, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut que tu construises tes rails. Quand tu as construit tes rails, après tu roules. Mais si tu n'as pas construit tes rails, qu'est-ce qui va se passer ? Au milieu de la route. Accident. Maintenant, tu vas être obligé de t'arrêter et de remettre des rails. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que tu as les clients à l'intérieur du train. Eux, ils sont pas prêts à rester 5 heures, 3 jours comme ça en attente que toi, tu fasses des rails. Tu comprends ? Eux, ils étaient montés dans le train. C'était pour... C'est là que tu vois que les mecs qui ont fait des grandes écoles, du coup, ils sont formés à tout ça. Ils sont formés et comme je te disais tout à l'heure, les gars, souvent, les profils dans les énergies, ils viennent du terrain. Donc, ils ne sont pas formés à cette gestion.
Et en fin de compte, tu dois faire les choses dans l'ordre. Et comment j'ai géré? Tu sais, avec le temps, j'ai appris à mettre les choses dans l'ordre. Tu sais, j'ai une image, moi, qui me revient souvent, c'est l'image du bocal, qui t'explique comment tu peux faire fonctionner les choses ou pas. Tu sais, c'est le bocal où, en fait, tu mets des gros cailloux et ensuite, tu mets des petits cailloux qui viennent s'infiltrer au milieu des gros cailloux. Ensuite, tu mets des plus petits cailloux, du sable, et en fin de compte, tout rentre. Et ensuite, tu revides le bocal et tu fais la même chose, mais en commençant par le sable. Si tu mets le sable, les tout petits cailloux, les moyens cailloux, et ensuite tu mets les gros cailloux, tu verras que tu n'auras pas assez de place dans le bocal. Les gros cailloux ne rentreront pas. Sachant que les gros cailloux, j'avais vu, c'était un espèce de physicien qui parlait de ça, tu sais, pour la vie. Non, pas un physicien, c'était un prof de physique. Voilà. Okay. Et il expliquait, en fait, à l'école, il disait à ses élèves, les gros cailloux, c'est la famille, les plus petits cailloux, c'est le travail, et ensuite le reste, c'est les sorties, les choses futiles de la vie. Et si tu ne mets pas les choses dans le bon ordre, bah, tu n'auras pas de place pour les choses essentielles de la vie. Tu vois? Parce que si tu commences par les choses futiles, donc le sable, et ensuite tu mets les petits cailloux, etc., comme je te disais, tu n'auras plus de place dans ton bocal. Tandis que si tu commences par les gros cailloux et que le reste s'infiltre au milieu, tout va rentrer dans le bocal. Et ben là, c'est pareil. Il faut juste commencer par le... faut commencer faut commencer dans l'ordre, en fin de compte. Vous avez remarqué que Habib aime beaucoup les images. J'ai l'habitude avec lui, il aime beaucoup. C'est beau, non, c'est très beau ce que tu dis. Ouais, moi j'aime bien imager les choses parce que du coup, comme j'ai pas spécialement fait de grandes écoles, j'aime bien expliquer les choses de manière à ce qu'on puisse les comprendre facilement et simplement. Ça marche bien, ça marche bien. Voilà. Et donc, pour revenir un peu sur ton parcours, donc, le parcours de General Energy surtout, donc, vous restructurez avec les filiales, etc. Ça marche direct cette formule Non, alors il y a un gros problème qu'on a rencontré sur la route, c'est que quand tu veux protéger quelqu'un de quelque chose qu'il ne connaît pas, parce que tu es d'accord avec moi que quand tu as un service juridique, un service comptable, un service contrôle de gestion, etc., ça a un coût. Ouais. Le problème, c'est que quand tu fais payer quelque chose à quelqu'un, et en fait, donc toi, tu lui fais éviter plein de problèmes que toi, tu as vécu. Mais lui... il ne les connaît pas. Les problèmes, il les a jamais vus. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il me veut avec son service comptable? Exactement. Il te dit, mais moi, pourquoi je paye tout ça? Quel rapport? Tu leur imposais, entre guillemets, de mettre... Nous, si tu viens chez nous, le truc, c'est que si on voulait être carré, bien sûr. Et ça, c'est un gros problème. Donc lui, tous les mois, il voit ses comptes. Il se dit, attends, j'ai perdu 10%, je te dis une bêtise, de mon chiffre d'affaires pour des frais mais qui me protègent de rien. Tu vois? Tu sais, si toi, tu sais pas à quoi ça sert, par exemple, un disjoncteur différentiel, on t'explique pas à quoi ça sert. Ouais, bien sûr. On te fait une installation électrique et demain, on te le facture super cher. Tu es d'accord avec moi que ce disjoncteur-là, il sert à rien. Toi, tu as déjà ouvert ton armoire électrique chez toi pour regarder le disjoncteur différentiel? Non. Tu n'as jamais regardé? Non. Donc, tu es d'accord avec moi que pour toi, il sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. Mais tu l'as payé. Tu es d'accord avec moi? Mais le jour où ton fils ou ton frère ou ta sœur elle fait tomber le séchoir ou le câble électrique dans la baignoire, tu es bien content qu'il soit là. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, bien sûr. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, on va mettre des choses en place, peut-être qui ne te serviront jamais. Et peut-être qu'ils vont te sauver justement d'un drame. Bien sûr. Et du coup, donc ça cause des problèmes au début? Parce qu'on parlait justement du démarrage dans cette nouveau modèle. Non, c'est comme je te disais, c'est que après tu dois gérer la partie humaine. Parce que le problème, c'est que c'est plus toi qui es aux commandes. Tu dois faire adhérer des gens, tu dois leur expliquer que du coup, ils doivent payer des frais. Tu dois expliquer... Moi, souvent dans les énergies, j'entends des mecs qui me disent ouais, on m'a fermé mes comptes bancaires. Je sais pas si tu l'as déjà entendu, celle-là. Mais souvent, les mecs, ils sont sur Conto, sur les banques en ligne. Les banques en ligne, ouais. Pourquoi, à ton avis? Dis-moi. Tu sais que je te jure, hein, j'ai pas la réponse, mais j'ai une des réponses en tout cas. Parce que tu sais, je connais... avec le temps, j'ai rencontré moi des gens qui ont travaillé dans des commissions, etc., bancaires. Okay. Mais le gars, tu vas sur son profil LinkedIn, tu vas sur son profil Facebook, profil LinkedIn, il est encore... il vend des sandwichs ou il vend des voitures. Ou... Comment tu veux que la banque elle soit rassurée? Il a un selfie comme ça. Ouais, ou je vais te donner un autre exemple. Le gars, il va à la banque. Donc, il commence à faire du chiffre d'affaires. Il ouvre un compte. Là, il y a la commission, parce que tu sais, il y a des commissions qui gèrent de manière standard. Ils disent, tiens, allez sur le site internet de la société X. Ils vont sur le site. Tiens, tu peux cliquer, s'il te plaît, sur contact. Ils vont sur contact. Ils appellent le numéro. Il est quelle heure, là? Ah, il est 10h. Mais on est sur les horaires d'ouverture. Ça ne répond pas. Bon, ils ne savent pas gérer leur SAVE.
on ferme. Tu vois? Incroyable. Mais tu sais, c'est un truc tout bête. Et ça, par exemple, nous, on va te donner des solutions. Tu as une société à Lyon, par exemple, c'est une société française. Hein. Et cette société-là, elle te fait du standard téléphonique. Et ça Ça coûte 3 fois rien. Et elle te fait remonter les problèmes, c'est ça? Elle réceptionne tous les appels au nom de ta société. Tu fais un transfert d'appel de ton numéro que tu vas mettre sur ton site, sur leur truc, sur leur standard. Dès qu'ils vont répondre, par exemple, tu t'appelles ILA26. ILA26, bonjour. Vous recherchez Monsieur Azencott? Super. Ne quittez pas, je vous le passe. Ah, désolé, il est en réunion. Tu vois? Super. Et derrière, ils te font un mail. Ils t'expliquent tout. Et au moins, voilà, c'est carré. Magnifique. Et demain, la banque, elle est rassurée. Elle se dit, ah ouais, tiens, ce gars-là, il sait gérer son entreprise. C'est important parce que ça, tu le connais parce que tu as vu ça de l'intérieur. Mais c'est des trucs tout bêtes. Et donc LinkedIn, il regarde quoi. Ah ouais, LinkedIn, bien sûr. Mais LinkedIn, aujourd'hui, c'est LinkedIn. Dès que tu vas faire n'importe quoi, les gens ils vont aller sur ton LinkedIn. Ils vont aller voir ton historique. Est-ce que tu as de l'expérience? Mais toi-même. En fait, le problème des gens aujourd'hui, ils vont te dire quoi? Tu vas chez eux, pareil. Des artisans qui commencent à faire du chiffre d'affaires. Ouais. Le gars, son marketing et son image, elle est pas spécialement au top. D'accord? Ses bureaux, ils sont pas spécialement au top. Ensuite, quand tu vas chez lui, tu lui dis, mais non, mais regarde, là, les bureaux, faut refaire, faut que ce soit présentable, faut que les gens, quand même, ils soient habillés de manière professionnelle, faut que ce soit carré. Il te dit, ouais, c'est rien. Et cette même personne-là, quand tu vas, il veut aller dans un restaurant, il te dit, ouais, regarde, les toilettes, elles sont pas propres, mais t'as envie de lui dire, tu manges pas les toilettes, là. C'est le plat qui nous intéresse. Ouais. Il dit, ouais, regarde, les serveurs, ils sont pas... Lui-même, quand il va dans un restaurant, il voit les serveurs super bien habillés, avec la tenue, le logo, les toilettes super propres. Il va dire, ah ouais, ce restaurant, il est vraiment... Il suffit qu'il soit juste bon et t'es marqué, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais autant quand il est client, il peut être exigeant sur des détails, autant quand c'est lui qui doit justement, à qui on va reprocher un truc, il va te dire c'est rien. Ouais. Tu vois? À ce moment-là, on va prendre l'exemple d'une voiture. Tu vas chez Mercedes, tu achètes une voiture à 150 000 € et il n'y a pas le bouton là pour, tu sais, les warnings. Et il n'y a pas le bouton pour les vitres électriques. Le gars, il va te dire c'est rien. C'est le bouton en plastique, ça vaut 2 €. La voiture, elle vaut 200 000 €. Ouais. C'est rien. Et vas-y, il y a des cigarettes dans le cendrier qui sont écrasées, ça sent la cigarette. Il va te dire mais c'est rien ça. Tu la laves la voiture. C'est rien. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est des détails. Mais ces détails-là, ils font que toi, tu ne vas pas l'acheter, la voiture. Si tu rentres dans une concession et tu vois ça. Tu es d'accord avec moi? Ouais, bien sûr. Ou tu vois une tache sur le pare-brise ou un truc comme ça. Bien sûr. Le vendeur, il pourrait très bien te dire la même chose qu'on entend très souvent. C'est-à-dire, c'est rien. C'est pas rien. Parce que, au moins, donne la légitimité au mec qui est en face de toi, que ce soit un banquier, un agrément, même Calibat. Calibat, des fois, ils sont exigeants. Parce qu'eux aussi, ils regardent. Si tu vas leur donner... Après, le petit truc que je peux reprocher des fois à Calibat, c'est que des fois, il y a des dossiers, ils étaient... Mais c'est pas carré. C'est plus que carré. C'est pas dû au fait de l'expérience du chantier qui avait foiré, etc. Non, je te parle d'autres gens. Nous, en gérant les filiales, on a géré beaucoup de dossiers. Ah, d'accord. Okay. Et c'est là que tu vois qu'il y a un traitement... Il y a des traitements de faveur. Parce que tu as 2 dossiers, ils sont montés exactement de la même manière. Et il y a des consonances un peu différentes, que ce soit des pays de l'Est ou d'Afrique ou ce que tu veux. Ouais. Je te promets qu'il y a vraiment, vraiment... Et moi, je ne suis pas du genre à rentrer dans ces trucs-là. Hein. Pas te plaindre ou quoi. Ouais, non, moi, les trucs là, je ne suis pas dans les délires de victimisation, tout ça. Mais quand tu as 2 dossiers, c'est les mêmes. Ils sont strictement pareils. C'est les mêmes formations, pareil. Sauf le nom de famille. Ouais, voilà. Et que tu vois qu'il y en a un, il a été refusé. Allez, tu vas te dire, c'est pas grave. Il y a eu une erreur. Ouais. Ça peut arriver, une erreur, chez tout le monde d'ailleurs. Je suis le premier à dire que chez nous, ça arrive. Tu le renvoies une 2e fois, le dossier, une 3e fois, une 4e fois. Tu as encore des refus. Il y a un truc qui cloche après, tu vois. T'appelles, tu préviens, t'expliques. Et là, c'est là que tu vois que des fois, ils sont un peu durs, tu vois. C'est pour ça qu'il faut être vraiment irréprochable. Tu l'as senti que, même si on ne veut pas rentrer dans ce jeu de victimisation, etc., pour toi, il fallait vraiment en faire plus au niveau... Ouais. Par défaut, après, tu sais, tu es formé comme ça, tu vois. Ouais. Tu es formé comme ça parce que, tu sais, moi, même à la banque, par exemple,
pour éviter les fermetures de banque, j'ai toujours essayé de faire les choses, tu sais, déjà, un truc qui est très important aussi à la banque, c'est qu'il faut leur expliquer des fois les choses avant que ce soit eux qui t'appellent. C'est souvent l'artisan, souvent dans les énergies, et attention, tu sais, quand je critique et je dis l'artisan, ceci, cela, je dis ça parce que moi, j'étais cette personne-là. Mais j'ai appris justement avec toutes les erreurs. Donc justement, si ça peut servir demain à d'autres personnes, bah, tu vois, c'est... Ouais, bien sûr. Au moins, ça sera constructif, Bien tu sûr. vois. Bien sûr. Et du coup, je sais plus où est-ce que j'en étais, mais... Non, je disais, tu l'as bien ressenti, que tu as dû en faire plus que la plupart des personnes, que la majorité. Oui. Et je disais, oui, voilà, l'artisan, toujours, il se dit quoi? Non, tu sais quoi, la banque, je les appelle pas. Tant qu'ils m'appellent pas, c'est qu'ils m'ont oublié, genre. Tu sais, tu sais quoi, ils parlent pas de moi. Aussi, ils ont cette peur de... Voilà, ils ont cette crainte de réveiller quelque chose. Ouais, exactement. C'est une erreur. C'est vrai, ça. C'est une erreur. C'est vrai, même moi, je l'ai. C'est une erreur. Moi, je l'ai eu. Je te jure, c'est vrai. Non, c'est une erreur. T'as pas envie d'appeler la banque, tu te dis, je vais pas leur parler d'un truc A parce que peut-être qu'ils vont me parler du truc B, donc je préfère ne pas leur parler. Voilà, tu vois. Non. T'y vas, tu te présentes, t'expliques. Mais quand t'y vas, tu te présentes. Ils sont rassurés. En fait, t'as deux manières de t'habiller. Tu vois, quand tu vas à la banque, pour moi. C'est soit tu vas en chef d'entreprise, donc c'était en chemise, etc. Soit tu vas en combinaison de travail. Et là, tu as l'espèce de combi de travail avec le logo de ton entreprise. Il n'y a pas autre chose, en fait. Comme ça fait pro. Bien sûr. C'est soit tu es quelqu'un, tu sais, c'est comme, tu as vu, on parlait de restaurant tout à l'heure. C'est soit tu as la veste blanche, là, avec ce qu'on appelle ça une toque. Voilà, exactement. Avec ton nom brodé comme ça fait super professionnel. Soit tu vas en costard et tu es le patron. Ouais, bien sûr. Tu vois, mais... Soit l'un, soit l'autre. Exactement. Ok. Et donc, tu y vas, tu te présentes, tu ramènes ta carte de visite, etc. Ok. Et voilà, tu ramènes ta carte de visite, ton catalogue, il faut que tu aies un site web. Il faut que ton site web, comme on disait tout à l'heure, numéro de téléphone, ça répond au téléphone. Si toi, tu es un petit artisan, bah, tu passes par une société. Et nous, c'est dans ça, en fait, qu'on accompagne les boîtes. C'est dans tout un tas de problèmes qui peuvent éviter. Et le problème qu'on a eu, c'est comme tout s'ouvrait facilement pour les filiales. Donc, des fois, on a eu le sentiment où les filiales, ils se sont dit, bah, c'est notre travail, en fin de compte. Tu vois, j'ai pas besoin de toi, entre guillemets. Ouais, exactement. Alors que c'est toi, justement, qui lui a ouvert toutes les portes. Par exemple, toi, moi, j'ai mis 10 ans à faire une crédibilité avec des gens, par exemple, comme Total. Mais quand je prends sous la main un artisan, je le labellise, entre guillemets, hein, bien sûr, entre guillemets, et je le présente à Total, il est tout de suite validé. Lui, il n'a pas galéré 10 ans pour rentrer chez Total. Catégorisé, General Energy, filiale. Total. Donc lui, il n'a plus qu'à aller chez Engie ou EDF, ils vont lui ouvrir les portes. Attends, Total, ils ont validé, donc nous, on valide. Après, il va dire, mais regarde, moi, j'ai réussi à avoir EDF ou Total en partenaire. Mais c'est logique. Parce qu'on t'a crédibilisé, tu vois. Tu as eu un manque de reconnaissance des fois des filiales par rapport à ça? Ouais, je ne sais pas si c'est un manque de reconnaissance ou... Après, tu sais, c'est compréhensible parce que tu sais, quand il y a un truc, tu te rends pas compte. Ouais, bien sûr. Tu le sais même pas, comme je te disais. Tu sais, c'est humain, en fait. Ouais, on veut te protéger d'un truc que tu connais pas. Bien sûr. Bien sûr. Et tu sais, on le dit même pour l'éducation des enfants, hein, que si tu les couvres trop, au final, ils vont être très fragiles après. Ouais, bien sûr. Que ceux qui grandissent plus à la dure, ils vont être plus solides derrière. Ouais, bien sûr. Tu vois. Donc quand tu viens, tu facilites tout. Je sais même pas si tu les aides en vrai. Bien sûr. Ok, ben, on continue sur la suite. Alors, c'est General Energy, ça devient quoi? Ça commence à grandir encore plus? Ouais, c'est ça. Parle-moi en chiffres encore, il faut si j'aime bien les chiffres. Alors, en chiffres, on va dire 2022-2023, sur les bilans consolidés en interne, on faisait à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et après, on avait développé aussi une offre où on faisait la même chose, mais pour des boîtes chez qui on ne rentrait pas dans le capital. Ok. Voilà. Prestation, je sais pas. Ouais, bah, tu sais, c'est comme je te disais, les filiales qui faisaient la prestation, etc. Et on prenait tu sais, un pourcentage sur le chiffre d'affaires, mais tu sais, en facture. En facture. Donc, 70 millions en interne et à peu près 70 millions en externe. Ça fait à peu près entre 140 et 150 millions par an de chiffre d'affaires. Donc, tout se passe bien, ça commence vraiment... Enfin, ça marche bien General Energy. Ouais. Tout marche bien, tout fonctionne assez bien. Franchement, dans l'ensemble, on a une super équipe. On avait et on a. Bah, Nicolas nous disait que c'était familial, quoi, vraiment. Alors nous, on a toujours essayé de transmettre ça, tu vois. Parce que, tu sais, moi, il y a un film que j'aime beaucoup, c'est 300.
En fait, il m'image un peu le fait que ça sert à rien d'être nombreux. En fait, à 10, à 20, des fois, tu fais mieux qu'à 100 ou à 200. Ok. Tu vois? Ok. J'ai pas vu le film. Tu l'as pas vu? Non, franchement, je te le Ok, conseille. C'est ok. un film, il va t'imager. En fait, t'as les 300, du coup. Ils vont combattre contre 30 000 hommes. Et eux, ils sont que 300. Et au bout d'un moment, je crois, c'est les Grecs qui viennent à plusieurs milliers pour les aider. Et ils disent, non, on n'a pas besoin de votre aide. On préfère rester parce que nous, on a nos méthodes de combat et on reste à 300, en fin de compte. Ok. Et du coup, à 300, ils gagnent presque le combat. Faut que tu le regardes, je vais pas te spoiler. J'irai le voir. Mais je te le conseille vraiment, ce film. Et donc, tout marche bien, il y a un gros chiffre d'affaires, etc. Mais il y a quand même un gros problème qui arrive. Ouais, c'est le message que je reçois en février 2023, du coup. 2023, ok. Ouais, c'est ça. Et donc, je reçois un message de la femme d'Ilan qui me dit qu'il est décédé. Et en plus, moi, du coup, j'étais à l'étranger, avec le décalage horaire. Moi, je reçois du coup son message. Et là, quand je me réveille le matin, je vois peut-être 500 appels en absence. Et mais attends, pour que les gens comprennent, il n'y avait rien, il n'y avait pas de problème dans le passé. Enfin, je sais pas, mais il n'y avait pas de. C'est-à-dire de il n'était pas malade. Non, il était en pleine forme, en pleine santé. Ça te tombe dessus. C'est pas un truc il était en pleine forme, en pleine santé. Tous les matins, il me faisait ses vidéos, me montrait ses muscles. Il allait faire son sport. Il prenait pas de produits. Tu sais, même, il y a des gens qui prennent des produits pour faire du sport. Tu sais, les stéroïdes, ce genre de choses. Tu sais, les fat burners, là, les brûleurs de graisse. Ne le faites pas. Ouais, voilà. Les brûleurs de rien. Pas du tout. Ouais. Il mangeait bio. Et tous les jours, il me montrait la boîte que justement sa femme, elle lui faisait. Il mangeait super bio. Il avait ses petites boîtes qu'il mangeait tous les jours. Il faisait son sport. Rien à signaler. Rien, mais même pas rien. C'était même quelqu'un de très posé, très. Il y en a qui disaient il était trop stressé, etc. C'était quelqu'un qui avait énormément de recul, détaché. Il peut tout perdre du jour au lendemain. C'est vraiment pas le gars qui va se rendre malade pour ça. Donc, non, en pleine forme. Donc, je reçois tous les messages, les appels en absence. Je dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je lis le message de la femme d'Ilan. Et le problème, c'est que quand je me lève, c'est pire qu'un cauchemar. Parce que je me retrouve, moi, encore en décalage horaire avec eux. Du coup, personne ne répond au téléphone. Tu vois? Parce qu'il faut comprendre que c'est pas juste son associé Ilan, c'était ton meilleur ami, c'était ton frère, c'était pour que les gens comprennent. C'est pas juste un associé. C'était pas du tout mon associé. C'était mon associé, mais ça, c'était secondaire. On était pire que des frères. On était très, 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 très proches. Mais vraiment très, très proches. Déjà, tu connais pas beaucoup de gens qui restent associés pendant 15 ans, mais nous, c'était même pas de l'association business, en fin de compte. C'était juste... on était à un stade où, même s'il y en a un qui développait autre chose et qui faisait une affaire sur autre chose qui avait rien à faire et qui liait en rien l'autre, il donnait même la part, on partageait tout, tu vois. On partageait tout, et tu peux dire ce que tu veux. Hein. On se l'est jamais dit. Tu sais, quand on dit l'amour, ça se dit pas, ça se prouve, tu vois, c'est typiquement ça, tu vois. On s'est jamais dit t'es mon frère, t'es mon associé, t'es ceci, t'es cela, tu vois. C'est vraiment ceux qui se le sont le moins dit qui l'étaient le plus pour le coup, tu vois. Parce que souvent, tu entends ces expressions. On est des frères, on est ci, on est ça, on est ceci, on est cela. Ah non, on se l'est jamais dit, carrément. Tu sais, c'est pas qu'on se l'ait jamais dit, mais je sais pas comment t'expliquer. Pas besoin de le dire. Ouais, voilà. C'est pour ça que je te dis... tu sais, quand on dit... c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de ce qu'on a perdu. Là, moi, ça me l'a vraiment fait, ça, tu vois. Ça me l'a vraiment fait parce que après, tu compares ta relation aussi. Tu sais, pour te rendre compte de quelque chose qui est normal. Comment tu sais que quelque chose, il est normal ou bien, ou moins bien, ou ceci ou cela? Comment tu peux savoir? Que quand tu le perds, quand tu l'as plus. Ou qu'en le comparant. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ça te met un espèce d'outil de comparaison. Même demain, tu es footballeur. Si tu veux savoir si tu as mis 100 buts, est-ce que c'est bien? Il faut que tu comprennes combien les autres ils ont mis des buts, tu vois. Si les autres ils en ont mis 98 et 102, t'es normal.
Mais si tu en mets 200, là, tu deviens bien. Bien sûr, tu vois bien sûr. Et c'est là que je me rends compte. Mais je me rends compte dans des petites situations. Parce que je me dis, on se prenait pas la tête. On se prenait pas la tête, même pour des conneries, pour rien du tout. On rigolait de tout, même quand on avait des problèmes dans le travail. Tu sais, la boîte sur laquelle on avait travaillé, c'était une boîte qui, quand même, en France Solaire, elle s'était arrêtée à cause des problèmes de comptabilité, etc. C'est une boîte qui faisait 30 millions de chiffre d'affaires. On avait 25 ans. C'est énorme. Bah oui, on n'était même pas mature pour gérer ce genre de projet-là. On était très, très jeunes. Et je vais te dire un truc que je pense personne ne sait, donc ça, c'est vraiment une exclue, pire qu'exclue. Il avait eu des problèmes de justice par rapport à ça. Il avait été mis en faillite personnelle. Il avait eu des gros problèmes qui avaient duré 15 ans avec la banque. Et il a été relaxé de tout le jour de sa mort. Arrête. Je te jure. Lui, il est parti à 2h du matin. Le procès, il a eu lieu à 10h du matin. Et il a été relaxé de tout ce jour-là. D'un procès qui avait duré 13 ans. Incroyable. 13 ans. Ouais. Et je vais te dire un autre truc. Ils sont rapides, enfin. Je vais te dire un autre truc. C'est comme si s'était passé un drame. Sa voiture, elle était explosée le jour de sa mort. Il y avait un camion qui lui avait foncé dessus, qui avait rayé tout le côté. Tu vois ? Et c'était un accident. Ouais. Mais après, la voiture, elle était en stationnement, quoi. Elle était en stationnement, ouais. C'est comme si, je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas si tu. C'est compliqué. Je suis pas dans les. Je sais plus comment on appelle ça, je l'ai sur le bout de la langue. mais tu vois, il s'est passé des trucs incroyables. Ouais. Incroyables. C'est comme s'il s'était passé quelque chose ce jour-là, tu vois. Bah, il s'est passé quelque chose ce jour-là. C'est que... c'est pas comme si il s'était passé quelque chose, il s'est passé quelque chose ce jour-là. Et du coup, après, j'ai appelé sa femme. Et du coup, je suis rentré. Mais moi, là, ça a été le début, par contre, d'un vrai cauchemar. Bah oui, j'imagine. Parce que là, c'est... Ouais, bah tu sais, quand t'as un associé de 15 ans, tu passes plus de temps avec lui qu'avec ta femme. Donc du coup, tu sais... Mais comment tu t'en remets de ça franchement, personnellement et professionnellement aussi, tu vois, parce que les deux... personnellement, ça, tu t'en remets pas parce que c'est quelque chose, après, tu vis avec, après, tu penses à lui en permanence parce que dès qu'il se passe le moindre truc, moi, il fallait que je l'appelle. En plus, tu sais, moi, j'aimais bien l'emmerder à chaque fois, le faire chier. Donc, tu connais, qui aime bien châtie bien. Et sur ça, c'était un jeu, tu vois. Ouais. Donc, du coup, à chaque fois que tu penses à un truc, à chaque fois... En plus, tu sais, nous, on était un peu genre des partenaires, l'un plus fou que l'autre. C'est-à-dire, depuis très, très jeune, à 20 ans, on a toujours parlé en dizaines, voire en centaines de millions d'euros. Tu sais. Et après, on se disait... Bon, allez, vas-y, c'est bon, on s'est mis bien psychologiquement, c'est bon, on peut rentrer. Juste le fait de se mettre bien, des fois, on se disait ça, tu sais quoi, mets-moi bien psychologiquement. Après, il me disait, ouais, on va faire ça, on va gagner ça, on va faire tant de chiffre d'affaires. Je dis, c'est bon, on s'est mis bien psychologiquement, on peut rentrer à la maison, on peut aller bosser. Tu sais, c'était une petite truc qu'on se faisait très régulièrement, ça. Ok. Genre, juste, on se mettait bien psychologiquement. Genre, on rêvait. Et on se disait, vas-y, on va... Et au final... Tu sais, des fois, tu vois des stars ou des trucs qui disent ça, tu sais, il faut rêver grand et voir grand. Ouais, faut visualiser. Ouais, et ben tu sais, on se rend compte qu'on faisait ça. Mais sans s'en rendre compte, en fin de compte. Ça marche bien, visiblement. Ouais, mais après, tu sais, il y a une différence entre rêveur et truc. On était rêveur, mais on savait qu'on rêvait à ce moment-là. Tu travaillais surtout. C'est pas juste tu rêves dans ton lit. Et après, du coup, on sortait du rêve et on se mettait au boulot, en fin de compte. Ouais. Et on se mettait au boulot pour essayer de se rapprocher de ce rêve-là, tu vois. Ouais. Et comme quoi que la vie, des fois, elle est bien faite parce qu'après, il y a des choses qui se passent. Tu fais des rencontres qui font que du coup, tu évolues, tu vois. Et tu fais des choses que tu te dis que tu n'aurais jamais été capable de faire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a un événement qu'on a un peu sauté, mais avant le décès d'Ilan, je crois qu'il y a un actionnaire qui rentre chez Groupe Général Énergie. Alors oui, donc il y a Vertigo en 2019 qui rentre. C'est le premier actionnaire qui rentre chez Groupe Général. Ouais, Vertigo, du coup avec l'accord de Total, parce que Total est actionnaire dans Vertigo. Okay. Donc c'est pareil, on a fait, tu sais quand tu rentres un actionnaire, parce qu'après en 2024 on a eu aussi Crédit Agricole qui est rentré dans le capital. Ouais.
Et quand tu rentres un actionnaire, tu as un audit de gros cabinet d'audit, tu vois. Donc, en général, c'est des cabinets comme KPMG ou Deloitte, tout ce genre de choses. Donc, tu sais, on était très, très, très structurés. Ils ont rien trouvé à dire. Ouais, mais moi, tu sais, à partir de 2016, 2017, donc déjà, j'avais commencé en 2004, avec tout ce qu'on avait vécu, j'ai compris tout de suite qu'il fallait aller chercher L'excellence. ouais, les meilleurs, et bah, ça a un coût, en fin de compte, c'est tout. Si tu avais prévu de gagner 100, bah, tu te dis que je vais gagner que 50, mais les autres 50, je les partage avec des gens qui tiennent la route, et au moins, tu sécurises ton truc, tu vois. Ouais. Et par exemple, en comptabilité, parce que tu me parlais de Nicolas Pereira, mais c'était notre expert comptable, tu vois. Il nous a raconté, ouais, bien sûr. Ouais, voilà, donc tu vois, j'ai vraiment insisté avec lui pour qu'il nous rejoigne. Bien sûr. Dès le début, il vous gérait, il nous a raconté, bien sûr. Voilà. Et du coup, j'ai fait ça un peu partout. J'ai essayé de... T'as toujours eu une vision long terme. Maintenant que moi je te connais, je vois que t'as... Par contre, oui, on a toujours. T'as jamais été le mec qui veut faire un petit coup comme ça pendant un an, 2 ans. Ouais, je l'ai remarqué avec toi. Ouais, ça m'intéresse pas du tout ça ton style. Ça m'intéresse même pas. Des fois, il y a des gens qui me parlent de faire des coups sur des trucs et tout. Je le fais même pas en fin de compte. Je le fais pas. Après, tu sais, on a eu des loupés aussi. Hein. Tu sais, on a fait pas mal de conneries. Hein. Tu sais, il y a que celui qui fait rien qui se trompe pas. Hein. On a fait des loupés. J'imagine. Ouais, tu sais, des fois, quand tu montes en puissance, après, tu te mets des fois à négliger un peu la gestion humaine. Donc, tu prends un peu de distance. Des fois, les gens, ils peuvent penser que tu as pris la grosse tête, tu vois. Moi, je t'ai parlé, je t'ai relancé sur l'entrée de l'actionnaire parce que je sais que tu m'as raconté une petite anecdote, justement, avec Ilan, quand tu as fait rentrer Total, donc Vertigo. Tu veux la raconter un peu comment ça s'est passé? Je veux que tu me rappelles. C'est que tu m'as dit que Total est rentré, il n'était pas au courant en fait. Ah ouais, il n'était pas au courant. C'est moi qui gérais la gestion, tout ce qui était partie gestion, etc. On avait un deuxième truc aussi avec Ilan. Ouais. Alors ça, on est dans un monde où aujourd'hui, et de plus en plus, je m'en rends compte, les gens... En fait, ils t'expliquent tellement ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'il y a en cours que quand ça se fait pas, tu as une déception. Et nous, on avait pris l'habitude de se dire les choses que quand elles étaient concrètes. Ça sert à rien de se dire... Donc, tu sais, on avait nos minutes où on se mettait bien psychologiquement, mais ça, c'était vraiment... On savait qu'on faisait ça. Mais sinon, à chaque fois que lui, il était sur un coup commercial important ou moi, j'étais sur un gros truc, on n'en parlait pas tant que c'était pas signé. Ok. Tu vois ? On parle pas pour rien. Voilà, on parlait pas pour rien. On arrivait, on posait le document sur la table. Tiens, regarde, j'ai fait ça. Ou lui, il m'appelait, il me disait, tiens, regarde, j'ai ramené ça. C'était vraiment... Donc toi, tu viens, tu dis, Ilan, Total qui est rentré au live. Ouais, c'est quand on avait validé, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas rentrés, ils étaient rentrés, ils avaient fait la pré-signature. Voilà. Okay. Ils avaient fait la pré-signature, mais c'est moi qui... Voilà, j'avais fait tous les rendez-vous, etc. J'ai validé les choses et ensuite, je lui ai dit, voilà, c'est fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un excès de personnes qui t'expliquent ce qu'ils sont en train de faire. Et après, quand ça se fait pas, tu as vu, tu as une petite redescente, comme une espèce de petite déception. Je sais pas si tu vois. Mais tu sais, surtout, il y a un truc que j'ai vu une étude, c'est que quand tu dis ce que tu vas faire et que les mecs ils te disent ouais, en fait, la sensation d'avoir réalisé ce que tu aurais dû faire, tu l'as déjà. Et en fait, tu n'as plus envie de faire cette chose-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce que tu dis, c'est totalement vrai. Donc, vaut mieux ne pas dire et justement venir quand c'est fait. Parce que quand tu le dis, t'as plus envie de le faire. Tu dis bon, c'est bon, ils ont eu les réactions, ok. Ouais, exactement. J'ai plus envie de le faire. C'est comme si qu'après, en fait, t'allais plus avoir cet effet le wow effect. Là, exactement. Et quand t'as plus le wow effect, c'est vrai que t'as plus et en fait, mentalement, tu dis bon, il faut que je trouve quelque chose de nouveau pour leur faire wow. Exactement. Et en fait, tu passes ta vie à faire ça. Exactement. C'est ça. C'est ça. Je te jure. Donc tu deviens tchatcheur. Je te jure. Donc, comment on gère l'après-Ilan dans la boîte déjà? Franchement, c'est dur. Franchement, c'est vraiment, 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 vraiment dur. Très dur. On maintient après. T'as pas pensé une seule seconde à te dire allez, je veux plus faire ça? Sans lui, je peux pas. J'y ai pensé, mais après, le truc, c'est que tu sais, tu as une responsabilité. Ouais, bien sûr. Parce que tu sais, des employés, il y a des gens qui bossent. Tu as beaucoup de monde. Et du coup, c'est vrai que les gens, quand même, on a une équipe familiale et quand même assez soudée. Okay. Même s'il y a eu des loupés avec certains. Donc, des fois, l'erreur venait de nous. Des fois aussi, j'ai remarqué ça, c'est que tu as des dégâts qui viennent de l'extérieur. Donc, tu sais, ça peut être un problème, une loi qui change. Il n'y a plus de business, il n'y a plus de gains pendant 6 mois.
il y a des dommages collatéraux. Et des fois, on veut te porter responsable d'une situation nationale. Ça peut créer des fois des petits litiges avec certains. Parce qu'il y en a qui ne font pas la part des choses. Tu vois ? Mais le principal noyau de l'équipe, ils font la part des choses. Donc, on a quand même gardé un noyau dur. Et on est resté soudés. Et jusqu'à aujourd'hui, on essaye de maintenir la machine. Donc, comme je te disais, on était un espèce d'esprit, et on l'est encore, tu vois, un espèce d'esprit de famille. Donc, on travaille avec le reste de l'équipe, en fin de compte. Rapidement, parce qu'après, on va devoir passer sur ILA 26, il faut en parler. Très rapidement, comment tu as géré justement ce fait que ce métier-là, il est hyper changeant, des fiches qui arrivent, des fois des fiches qui arrivent, ils ne sont même pas activées, ils suppriment. Alors, le problème numéro 1 dans ce métier, comme tu viens de le dire, c'est que c'est changeant. Et du fait que c'est changeant, ton activité, elle s'arrête du jour au lendemain. Donc, qu'est-ce qui fait que les boîtes, elles s'arrêtent et elles coulent ? C'est qu'elles ont trop de charges fixes. Donc, les charges fixes, quand, par exemple, je te disais tout à l'heure, tu montes à 100 pauses par jour en ISO 1 euro, ou même 50 pauses ou 30 pauses par jour, tu es obligé d'embaucher des gens pour le juridique, le comptable, ceci, le cela. Tu es d'accord avec moi ? Oui, bien sûr. Tu es obligé d'embaucher des commerciaux, etc. Comme nous, on a fait un système avec des filiales, tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit, on a fait des filiales comptabilité, etc. Ces filiales-là, elles proposaient une offre où elles prenaient un tout petit pourcentage du chiffre d'affaires des filiales de travaux. Par exemple, 0,5% ou 1%. Ce qui fait que les filiales de travaux, elles n'ont aucune charge fixe. C'est que des charges variables, même pour la compta, le juridique. C'est des commissions. Et c'est quoi qui est intéressant ? C'est que je prenais un artisan. Il arrivait lundi. Mardi, il se retrouvait avec 17 services support. C'est-à-dire, il se retrouvait avec un DSI, un directeur juridique. C'est un rêve. Tu vois ce que je veux te dire ? Bien sûr. Et vu qu'il payait au pourcentage, et que le premier jour, il avait 0 chiffre d'affaires, et du coup, il se retrouve avec 17 services qui lui coûtent 0, qui lui coûteront que dans quand il fait de l'argent. Voilà. Donc, tu as ceux qui ont joué le jeu quand ils ont commencé à faire beaucoup de chiffre d'affaires. Et tu as ceux aussi qui après disent « Ah ben non, moi ça me coûte trop ». Mais normalement, on devrait jouer le jeu parce que les 17 services, ils ont joué le jeu au démarrage. Tu comprends ? Donc du coup, quand tu fais beaucoup de chiffre d'affaires, quand tu payes un pourcentage de ton chiffre d'affaires, tu te mets à payer des grosses charges. Bien sûr. Donc ça, c'est le côté négatif. Mais le côté positif, c'est quoi ? C'est que le jour où la fiche elle s'arrête ou la loi elle change, tu coules pas. Tes charges fixes, elles se retrouvent à 0. Et après, tu n'as que des techniciens à gérer. Les techniciens, tu les positionnes sur des chantiers. Tu bascules sur un autre... Non, mais le business model, il est super bien pensé parce que justement, ça permet de... Voilà, quand il y a des phases creuses, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et même les techniciens, on avait appris aux filiales à faire des contrats où en fait, ils donnaient le minimum syndical, donc c'était un fixe, avec un variable qui peut monter très haut. Tu vois ? Ce qui fait que quand les fiches, elles augmentaient, tu as des techniciens qui se retrouvaient avec des très gros salaires. Mais tu sais, c'est un peu comme les intermittents du spectacle qui travaillent que 6 mois dans l'année. Du coup, les techniciens, même quand après la fiche, elle s'arrêtait, des fois, ils prenaient des congés sans solde ou sinon, ils se retrouvaient avec le SMIC. Mais ils jouaient le jeu parce qu'ils s'étaient retrouvés avec des très gros salaires quand ça marchait. Donc, du coup, ils se retrouvent avec une baisse de charge, donc 0 frais support, vu que c'est que au pourcentage, et les techniciens qui payent presque au SMIC. Donc, quand tu as une boîte qui a dépassé 1, 2 ou 3 millions de chiffre d'affaires, et tu te retrouves avec presque rien en charge, donc tu peux tenir le temps que les lois se remettent, elles se restabilisent. Donc en fait, on était en système agile en fin de compte. Exactement, c'est ce qu'il nous disait Nicolas. Agilité. Exactement. En hyper agilité même. Hyper important dans ce métier. Ouais. On était en hyper agilité, on est en hyper agilité jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, on prend des artisans, on les aide à devenir comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui veulent rentrer dans le groupe. Et j'imagine vous filtrez bien. On essaie de bien filtrer, ouais. On essaie de filtrer aussi et expliquer aux gens qui ne viennent pas juste pour prendre aussi. Il faut qu'ils viennent pour apporter leur pierre à l'édifice. Exactement. Parce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est quoi ? C'est que quand tu as un groupe dans des filiales, et je dis n'importe quoi, tu as 30 filiales, tu en as 10 qui donnent énormément. Et tu en as 20 qui profitent de ce que les 10 y donnent. Parce que je dis n'importe quoi, tu sais, il y a un nouveau métier. Par exemple, il faut créer des fiches. Par exemple, je te donne un exemple tout bête, mais tu sais, je dis n'importe quoi, demain, on fait les thermostats connectés. Et par exemple, il faut faire une fiche de prévisite de thermostat connecté, même si c'est fait de manière téléphonique. Il faut la créer, la fiche. Tu as toujours 10 filiales qui font des réunions de travail pour créer cette fiche technique.
En disant, ah bah voilà, si c'est du thermostat connecté, pour que les commerciaux ils puissent le vendre, il faut qu'ils relèvent le type de chauffage, la superficie, le nombre de radiateurs, le salaire par rapport au revenu fiscal, etc. Il faut le faire, ce travail. Bien sûr. Bah, le truc, c'est que t'en as, ils viennent que pour prendre. Pour utiliser le travail qui a été fait par les 10. Et on parlait du système de Pareto. Tu as dû avoir le faire dans tes filiales, de supprimer Ouais. De prendre la crème de la crème et... Ouais, au bout d'un moment, bah, après, ça se fait de manière naturelle. Tu te consacres que sur les gens qui donnent et qui prennent. Et après, bah, tu vois, c'est un échange en fin de compte. Actuellement, c'est quoi ton rôle chez General Energy? Parce que j'imagine que tu n'es plus à l'opérationnel. T'es pas là, je suis plus à l'opérationnel. C'est quoi ton rôle au jour le jour chez GE? Bah, déjà, je m'occupe de développer le business parce que ça change beaucoup. Donc, quand ça change beaucoup, des fois, ça change totalement c'est l'activité en elle-même qui change. Je peux te donner des exemples concrets. Par exemple, on faisait de la rénovation globale qui était payée par les C2E, donc par un mandataire ou un délégataire ou un fournisseur d'énergie. Aujourd'hui, c'est de la réno d'ampleur. Donc la réno d'ampleur, il faut rédiger tous les process. Ensuite, il faut trouver des partenaires. Donc nous, on va, par exemple, trouver des partenaires financiers qui vont vu que la réno d'ampleur, c'est payé par l'État. Et l'État, il va mettre 8 mois à payer, 4 mois, 6 mois, etc. C'est très compliqué. Exactement. Donc, il y a beaucoup... les chiffres que je te donne, c'est ce que les retours d'installateurs qui ont travaillé dans ce secteur. Bien sûr. Du coup, nous, ce qu'on met en place, c'est des partenariats avec des partenaires financiers. Donc, on signe des contrats cadres et ils sont payés à 15 jours. Donc ça leur facilite la vie, moyennant un pourcentage qu'ils vont donner. Par exemple, on va signer des contrats cadres avec des MAR. Donc, c'est mon accompagnateur Rénov', qui vont travailler en priorité avec des filiales. On va signer des contrats cadres avec des apporteurs d'affaires qui vont apporter du business aux filiales parce que les filiales, elles se concentrent que sur les travaux. Donc toi, tu gères ces partenariats pour trouver cette... Exactement. Et du coup, on leur ramène du business et on les aide à se développer. On leur ramène tous les process qu'il faut. Pour la partie administrative, on va leur ramener une filiale support chez nous. Donc, on a une structure qui s'appelle SAMIB et... qui gère toute la partie administrative, donc qui va leur proposer ce service. Bien sûr. Donc, ils peuvent commencer à travailler très rapidement. Ouais, bien sûr. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est énorme l'avantage, surtout dans la rénovation d'ampleur. Tu as parlé de 8 mois pour les paiements, mais avant les paiements, il y a l'octroi. Ouais, c'est ça. Mais c'est qu'un exemple, ça. Ouais, bien sûr, bien Après, sûr, nous, bien on va leur expliquer c'est quoi la tendance du marché. Et ça, on a des coûts très, très importants. Parce qu'on fait de la veille, en fait. De la veille réglementaire qui nous permet de voir quel marché on va attaquer. Même pour 2026, dès maintenant, on commence à avoir des frais. Donc c'est ça mon rôle en fin de compte. Ok, donc ça c'est ton rôle, mais tu n'es plus à l'opérationnel. Donc quand même, j'imagine que tu as un peu de temps. C'est pour ça que tu as lancé donc ILA26 en parallèle. Ouais. Donc déjà, c'est en quelle année que tu lances ILA26 ? Alors on y a pensé déjà depuis très longtemps. Ok. Ouais, on y a pensé depuis très longtemps. Ok. Alors c'était pareil, on y a pensé pourquoi ? C'était problématique métier. Problématique métier. Quand tu es un petit artisan, tu ne sais pas comment trouver du business. Donc, ILA26, c'est une plateforme collaborative qui te permet de développer ton business. Donc, il y a un réseau social, donc c'est un peu comme LinkedIn, Facebook, etc. Sauf qu'il n'y a que des gens qui sont spécialisés dans les énergies. Voilà. Il y a une marketplace avec une business map. Alors, cette business map et cette marketplace, elles servent à quoi ? La business map, tu peux enregistrer ton entreprise ou ton profil en tant que technicien et tu vas être épinglé sur une carte. Donc, je vais te donner un exemple. Demain, tu as une société qui cherche un sous-traitant à Bordeaux en pompe à chaleur. Donc, il va aller sur la business map, donc la carte business. Il va regarder Bordeaux. Il va filtrer poseur pompe à chaleur. Ça va lui sortir tous les poseurs de pompe à chaleur. Et l'objectif, c'est qu'on a mis un système d'ubérisation. Donc, tu pourras voir les notes. Parce que tu sais, il y a beaucoup de sous-traitants aussi qui font du mauvais travail. Et en fait, ils jonglent d'entreprise en entreprise. Et en fait, avec ILA26, ça nous permettra du coup de mettre des notes sur ces sous-traitants-là. Et à contrario, pour les bons sous-traitants, du coup, on pourra leur mettre une bonne note. Donc, c'est vraiment un très bon outil pour les installateurs. Exactement. Je vais continuer des exemples concrets. Vas-y. Mais tu as des apporteurs d'affaires qui recherchent des installateurs. Parce que tu as des apporteurs d'affaires qui travaillent avec des installateurs et qui sont payés, qui mettent des mois et des mois avant de payer les apporteurs d'affaires. Donc, ils recherchent des apporteurs d'affaires plus sérieux, qui vont installer vite et payer vite.
Donc pareil, tu vas filtrer, tu vas trouver des installateurs dans toute la France et par secteur d'activité. Parce que quand tu es chez un apporteur d'affaires, des fois tu vas chez un client, des fois tu vas vendre une pompe à chaleur, mais des fois le client va te dire non, je veux des panneaux solaires, ou l'autre il va te dire je veux une isolation. Et ben, tu pourras filtrer l'installateur de ton choix avec sa spécialité et tester. Et du coup, tu pourras aussi un peu répartir ton portefeuille client. Si tu as 10 clients, tu pourras répartir sur 4 ou 5 installateurs. Bien sûr, Ça te partage ton risque. Et c'est super important. C'est super important parce que voilà, moi je le vois aussi avec la réalité du terrain et c'est pour ça que ça m'a vraiment plu Villa26. C'est parce que tu vois trop de personnes travailler avec des installateurs, pas se faire payer, avoir des problèmes, Exactement. etc. Ou alors, parce que tu as parlé d'installateurs, mais il y a aussi des boîtes de marketing qui sont sur Villa26 pour proposer leurs services. Exactement. Tu vois trop de boîtes de marketing qui vendent des leads qui sont complètement mauvais, vraiment de basse qualité. Ouais, ils vendent des leads en double, ce genre de choses. Et ça répond à un vrai besoin, c'est de faire le tri en fait dans le milieu des énergies. Et c'est vraiment un vrai besoin. Pour ceux qui sont dedans, ils savent très bien que c'est vraiment compliqué de faire le tri entre le bon et le mauvais. Exactement. Et le truc, c'est quoi? C'est que je me suis rendu compte où j'étais vite saturé avec les appels et les WhatsApp. Donc moi, tous mes contacts, je les mets sur Villa26. Ok. Donc tiens, je peux te montrer si tu veux, si tu veux montrer à la caméra. On mettra à la caméra. Et le nombre de WhatsApp que j'ai reçu. Nombre lu. Il a 5111. Ouais, voilà, je sais pas si on mettra un screen. 5111 WhatsApp non lus. Ouais, bon, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que des fois, si on me demande pourquoi je réponds pas... C'est pour ça que tu me réponds pas des fois. Ouais, je suis désolé à tous ceux à qui je réponds pas. Je m'excuse. Il va vous répondre. Ouais, voilà. Il a la 5000 à lire. En fait, je vais créer une boîte pour pouvoir répondre justement. Une filiale. Voilà. Non, mais pour être plus sérieux... Ouais. Pour être plus sérieux, voilà. C'est pour centraliser en fait. Centraliser. Tu me parlais, voilà, parce que quand je te parlais d'Villa26, tu me parlais aussi de Trello, tu me parlais de Trello, etc. Il y a un gestionnaire de tâches à l'intérieur. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que tu peux créer des tâches qui sont... que par exemple, tu vas créer une tâche dans Villa26 que tu pourras affecter à quelqu'un qui n'est pas dans ton entreprise. Ouais. Et ça n'existe pas en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que tu crées une tâche, tu l'affectes à quelqu'un qui est sur la plateforme mais qui ne fait pas partie de ton entreprise. Ouais. Et pareil, on a mis aussi une partie CRM et c'est pareil. C'est-à-dire que demain, tu as un chantier, par exemple, en réno d'ampleur. Tu veux l'affecter à un technicien à Lyon. Tu trouves un technicien à Lyon. Tu n'as pas besoin de lui créer des identifiants et des mots de passe. C'est-à-dire que vu qu'il est sur la plateforme, tu peux lui affecter directement une intervention. Ouais, c'est super. Donc après, il voit son intervention. Et après, tu as tout le process standard d'un CRM. On a ajouté aussi une partie IA. Super intéressante. Ouais. Donc, il y a un référent IA qui s'appelle Ilan, d'ailleurs. D'ailleurs, petite parenthèse, Villa26, tu veux expliquer rapidement pourquoi ça s'appelle Villa26? Un clin d'œil, évidemment, à Ilan. Ouais, parce qu'à la base, on avait fait ça. Donc, on travaille depuis des années, même avec Ilan dessus. Okay. À la base, ça s'appelait pas Villa26. Ok. Et du coup, donc ça vient d'Ilan. Et 26, c'était son numéro préféré. Il me faisait vraiment mal à la tête avec ça. Donc, je me suis dit, tiens, je vais récupérer son chiffre préféré. Et j'ai appelé ça Villa26. Et pourquoi pas Ilan26? Parce qu'en fait, il était déjà utilisé, le nom. Ouais. Ouais, c'est vrai que quand il y a 26 et un Ilan, c'est souvent pris. Donc, il était utilisé, le nom Ilan26. Okay. Donc, après, on l'a appelé Villa26. Ça sort bien. Voilà. Ça va, c'est beau. J'ai même appelé mon fils Ilan. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, tu parlais de l'IA. Donc, c'est Ilan, c'est un peu une image de Ilan sur l'IA, c'est ça? Ouais, du coup, ouais. Donc, on a une IA donc, qui va venir. On s'est rendu compte qu'on était très, très, très pollué par des nouvelles personnes qui intégraient, mais ça, c'est à tous les niveaux. Tu peux avoir une assistante administrative, un commercial, un poseur, un prévisiteur, n'importe quel poste qui va te poser énormément de questions. Du coup, ça te prend énormément d'énergie. En fait, on a créé une IA qu'on est en train d'enrichir et on reprend les questions au fur et à mesure. D'ailleurs, les gens qui vont poser des questions à l'IA sur Villa26, ils vont contribuer à enrichir l'IA d'Villa26. Okay. Donc, ça l'a fait travailler, etc. Exactement. Etc. Pour après, à terme, tu sais, d'ici quelques années, répondre à toutes les questions qui sont liées au marché des énergies. Et du coup, dedans, tu vas même trouver des fournisseurs de matériaux qui peuvent aussi se référencer, proposer leurs matériaux dans la marketplace, des mares qui peuvent proposer leurs services. Parce que, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est quoi? C'est que dans les énergies, ton téléphone, il sonne toute la journée.
C'est-à-dire que des Je l'ai fois, remarqué avec toi. ouais, voilà, tu vas avoir un gars qui va te dire ouais, j'ai des dossiers à Toulouse. Est-ce que tu as un MAR à Toulouse? Est-ce que tu as un fournisseur à Toulouse? Est-ce que tu as si un MAR il s'enregistre sur ILA26 et il est sur Toulouse, tous les apporteurs d'affaires qui vont avoir des dossiers à Toulouse, ils pourront filtrer MAR à Toulouse et ils pourront directement être en contact avec le MAR en question. Demain, tu as besoin d'un fournisseur à Marseille. Pareil, si le gars il a une agence à Marseille, tu vas filtrer, tu vas pouvoir avoir un sous-traitant. Ça va dans les deux sens. En fin de compte. Un MAR qui cherche un installateur sérieux, il pourra trouver un installateur. Et du coup, chacun de nous, on va chacun apporter le meilleur de notre réseau et on va se retrouver avec le meilleur réseau, le premier réseau et la première plateforme de travaux liés à la transition énergétique. Franchement, je le dis pas parce que voilà, c'est ILA26, mais c'est vraiment le paradis pour toutes les personnes installateurs, mais pas que, mandataires, délégataires, marketing, ceux qui font du lead. Voilà, moi j'ai une boîte de marketing, aussi on fait nos pubs là-bas. Donc vraiment, n'importe qui touche de près ou de loin aux énergies, vous pouvez vous inscrire sur ila26.fr. C'est ça. Par exemple, il y a des gens qui recherchent des mandataires pour valoriser des C2E. Ils ne trouvent pas. Ouais. Sur ILA26, on est en train de référencer les meilleurs mandataires délégataires du marché. Ouais. Voilà. Et même les mandataires délégataires, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que souvent, ils ont des gros installateurs qui leur apportent des gros volumes. Ouais. Et ça les dérange un petit peu. Ils aimeraient bien répartir leurs chiffres sur plein d'installateurs qui sont très sérieux. Le problème, c'est que ces installateurs, ils n'ont pas accès à l'information. Donc, à travers la plateforme, ils pourront rentrer en contact. Sur la plateforme, tu as aussi une messagerie que tu peux rentrer en contact. Tu as les numéros de téléphone des personnes sur l'annuaire. Il y a plein de choses. Ouais, il y a plein de choses. Et moi, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec toi où je te disais, mais Habib, ILA26, c'est quoi le business model? Parce que voilà, tu sais que moi, j'ai toujours des chiffres, etc. Je veux toujours chiffres. Et je t'avais dit, c'est quoi le business model? Et je me rappelle d'une phrase que tu m'avais dit, écoute, ILA26, c'est pas vraiment pour faire de l'argent. ILA26, je l'ai fait pour moi. Parce que j'en ai besoin dans ma boîte. Exactement. Et après, on fera... Exactement. Ouais, c'est vraiment pour répondre à un besoin, en fait, à la base. Et après, on a rajouté plein de petits outils. Donc, par rapport à notre expérience... Exactement. Tu peux ranger tes documents. Donc, ça, c'est totalement sécurisé. C'est hébergé sur Microsoft Azure. Donc, c'est des environnements totalement privés et sécurisés. Donc, un artisan, il peut mettre ses documents. Et il peut les partager avec un mandataire, un délégataire, parce que tu sais, tu dois faire tes contrats et donner tes attestations d'URSSAF, etc. Alors, pour éviter à chaque fois de les transférer par email, par WhatsApp, etc., du coup, même demain, tu prends un COFRAC, un MAR ou un mandataire, il n'aura pas besoin de recevoir par mail, par WhatsApp, des milliers de mails de différents installateurs. Il va tout recevoir à travers la plateforme. Donc, ce sera plus simple pour lui à gérer. Bien sûr. On est en train d'automatiser la gestion des contrats avec YouSign. Donc, du coup, pareil, le MAR, quand il est en relation avec un installateur, il doit faire un contrat pour que juridiquement, il n'ait pas de problème. Du coup, il va sélectionner son installateur, ça va lui générer automatiquement son contrat à travers le modèle de contrat qu'il va insérer. Donc, le but, c'est qu'il n'y ait plus 300 onglets sur son ordinateur. Il y a ILA26. En fait, nous, en 20 ans, on a créé un espèce de cahier des charges qu'on a en interne chez GE avec toutes les problématiques qu'on a rencontrées. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on va prendre toutes les problématiques que tu as au quotidien quand tu veux te développer dans ta boîte. Et 90% des problèmes qu'ils rencontrent les installateurs, c'est quoi? C'est un problème de temps. Parce qu'en fait, ils ont plein de choses. En fait, ils sont saturés d'informations. Ils ont des milliers d'appels. Nous, on va leur enlever beaucoup de charges de travail qu'ils pourront déléguer à leur assistante en leur disant va sur la plateforme, fais le contrat sur la plateforme, trouve un sous-traitant sur la plateforme. Des fois, tu as un SAV à 500 km de chez toi, à Strasbourg, par exemple. Tu as besoin d'un technicien pompe à chaleur. Tu vas envoyer ton technicien faire 500 km. Tu vas sur la plateforme. T'en trouves un, il te gère. Exactement. Et c'est pour ça que c'est super important que tout le monde apporte le meilleur de son réseau sur la plateforme parce que ça va les aider à développer du business. Bien sûr. Et pour ceux qui se disent non, mais on va me voler mon sous-traitant, parce que c'est déjà arrivé qu'on me dise ça, si je mets mon sous-traitant, on va me le prendre. Les gars, ils ont LinkedIn, ils ont les groupes Facebook. Ils n'ont pas attendu. Ouais, exactement. Ils n'ont pas attendu d'être sur une plateforme pour aller travailler ailleurs. Et même en général, ils travaillent même pour d'autres personnes sans le dire. Bien sûr. Donc, vaut mieux que ce soit transparent et que ça se dise et que ce soit clair
et que les règles elles soient claires. Et nous, on va apporter donc des financiers qui vont financer la réno d'ampleur, des fournisseurs de matériaux, des financiers mandataires, délégataires qui vont faire tout ce qui est C2E. On va vraiment apporter tous les acteurs des énergies. Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 300 inscrits, je crois, à peu près. Ouais, mais on vient juste de lancer. Ouais, il faut le dire. Parce que moi, je te gère aussi de marketing là-bas. On n'a rien fait encore. Ouais, on n'a vraiment pas lancé les... On n'a rien fait, exactement. C'est tout nouveau. Et on va aussi, comme je te disais, améliorer énormément la partie process et procédures. Et il y a un onglet qui s'appelle Base de connaissances, qui est très intéressant, dans lequel on vulgarise toutes les fiches C2E et tous les ça, c'est un programmes. vrai travail. Ouais, c'est un travail. Parce que c'est un charabia, les barres TH. On a une très grosse équipe juste sur ça. Incroyable. On a une grosse équipe de travail. Et ça va t'aider pour l'IA, j'imagine, pour la faire travailler, etc. Ah ouais, exactement. Ça va être une base de connaissances pour l'IA. Et en fait, on prend tous les programmes, que ce soit la réno d'ampleur, toutes les fiches C2E, même par exemple des gens qui veulent se lancer dans le photovoltaïque par rapport au décret tertiaire. Parce que je vais donner un exemple tout bête. Donc là, c'est ni lié au C2E ni à la réno d'ampleur. Mais tu as aujourd'hui une loi qui oblige les propriétaires d'immeubles tertiaires avec parking de plus que 50 places de parking et je crois qu'il y a plus que 1000 mètres carrés d'entrepôt. Ils sont obligés de mettre des panneaux solaires, donc des ombrières photovoltaïques. Donc tous les process, ils sont rédigés dans ILA 26. Donc tu prends un petit artisan qui veut se développer et qui veut développer son business là-dedans. On a par exemple, on est en train de mettre en place pour le photovoltaïque aussi, tu sais, parce qu'un artisan, quand il va vendre des panneaux photovoltaïques à un commerçant, le commerçant, il n'a pas spécialement l'argent pour investir 50 ou 100 ou 200 000 euros. Donc, on a des partenaires financiers qui financent les installations photovoltaïques. Et là, c'est des agréments ultra complexes à avoir. Donc, le financement de panneaux photovoltaïques pour le B2B. Ce n'est pas comme le particulier où c'est très facile. Tu vas travailler... sur des boîtes comme CTLM ou Sofinco ou autres qui vont te faire des agréments. Là, c'est le même style, mais pour le B2B, c'est très compliqué à avoir. On va intégrer ces partenaires financiers. D'ailleurs, nous, chez General Energy, on rentre des filiales qui veulent se développer là-dedans pour les aider à se structurer. Donc, dans ça. Donc, voilà. On mettra tous les liens, évidemment, ila26.fr en description. On mettra pour aller s'inscrire. Je crois même qu'il y a un essai gratuit, un accès gratuit au début, un freemium, etc. Alors il y a un accès où tu peux t'inscrire gratuitement. Après, tu peux parcourir, tu peux parcourir la plateforme. Après, vous pourrez passer à l'action et prendre l'abonnement parce que franchement, il vaut le coup. Je crois que c'est quoi et on a fait un prix en fait, à la base, pour que tu saches, on l'avait fait gratuit, la plateforme. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des gens, pour avoir plus de travail, ils créent leur profil en double, en triple, en x10. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un truc payant, mais... C'est ridicule. Ouais, c'est symbolique en fin de compte. C'était juste pour bloquer ce truc. C'est quoi actuellement, 29 ? C'est 30 € par mois par utilisateur. C'est symbolique. T'as un CRM, un Drive. Ouais, t'as tous les outils. Il faut savoir que juste un outil comme Trello, c'est ce que ça va te coûter. Donc, au final, franchement, c'est... Donc c'était vraiment pour éviter que t'as des gens qui enregistrent 100 fois leur entreprise pour saturer l'annuaire. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est pour ILA 26. On était en voiture, je sais pas si tu t'en rappelles, il y a 3-4 mois à cette date-là, on était en voiture et je te dis, Habib, tu sais, dans les énergies, il y a du contenu, il y a des interviews, etc. Mais c'est chiant à mourir, c'est vraiment mauvais. Faut qu'on crée du contenu. Je t'ai dit, il faut qu'on fasse un podcast, une série de podcasts. C'est vrai. T'as kiffé l'idée. 3 mois après, on a Myriam Maestroni, Thierry Ourquet, etc. Ouais. C'est quoi ta vision avec ce podcast ILA 26 ? En fait, comme je te disais tout à l'heure, il y a énormément de gens qui ont du potentiel dans les énergies et qui sont très, très bons, mais qui n'ont pas la connaissance. Et en fait, tu as des gens qui ont des parcours très brillants, comme tu viens de le citer, comme Myriam Maestroni ou Thierry Ourquet ou Basile Denis, etc. On va pas tous les citer, mais ils sont exactement. C'est des gens brillants qui ont des offres, mais qui sont non connus du réseau d'artisans. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire comprendre la filière, donc des énergies, à tous les artisans. Tu sais que tu as plein d'artisans qui font des travaux et qui pourraient proposer des aides à leurs clients qui ne le font même pas. Ils ne savent même pas que ça existe. Ou alors ils ont peur. Ils ne savent pas comment le faire. Ils ont peur, c'est flou pour eux. Tu vas leur parler de C2E, ma prime rénov. Ils disaient laisse tomber, j'abandonne. Donc le truc, c'est que chacun a son expérience
Et en fait, l'objectif, c'est de mettre en valeur tous les gens qui ont des choses à proposer qui peuvent apporter une plus-value au réseau d'artisans. Et bientôt, donc, ça va être visualisé par des centaines de milliers d'artisans. Donc, voilà. C'est déjà le cas, je pense. À l'heure où le podcast sort, j'espère qu'il y aura déjà des épisodes qui seront sortis normalement. Et je pense que, de toute façon, rien que maintenant, avec l'engouement qu'on voit, pour que vous compreniez, à l'heure où on tourne le podcast, il n'y a encore rien qui est sorti. Il y a plein de podcasts qui ont été tournés. Et on voit déjà l'engouement de plein de personnes. On a beaucoup de messages. Pareil, je suis désolé si on ne répond pas à tous les messages. Et on est super fiers de pouvoir faire ça. Et l'objectif, même à terme, pourquoi pas, ça serait de répondre à des questions aussi. Exactement. Moi, l'idée que j'ai eue ce matin, voilà, je l'ai dit face caméra, ce serait de faire des débats, tu vois, mettre une chaise ici, peut-être une autre personne, prendre un sujet, la rénovation d'ampleur, par TH 174, et en parler avec des acteurs. C'est ça. Il y a plein de choses à faire. Et après, du coup, tu peux aussi te spécialiser. Parce que je vais te donner un exemple. Mais tu as les syndics de copropriété. Ils sont harcelés. Ils ont peur. Mais tu sais que tu peux organiser des sessions avec des syndics où, par exemple, tu pourras faire il y a des acteurs qui sont spécialisés dans les offres pour les syndics de copropriété. Tu as les agriculteurs, par exemple. Tu as les particuliers, les collectivités. Aujourd'hui, tu as des offres pour les collectivités qui sont extraordinaires, qui peuvent permettre à des collectivités de devenir fournisseurs d'énergie et fournisseurs d'électricité pour eux-mêmes. Bien sûr. Mais ces acteurs-là, ils sont inconnus. Donc, l'objectif, ça sera de démocratiser ce métier. Exactement. Et en tout cas, on espère qu'on va bien le faire. Dites-nous en commentaire d'ailleurs si vous avez des idées de contenu ou vraiment des choses que vous aimeriez voir, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans ce podcast. On est ouvert à tout, dites-nous dans les commentaires. Habib, c'est quoi le futur pour toi ? Je sais pas. On va faire comme d'habitude. On va se laisser. General Energy, toujours la faire grossir. Voilà, exactement. Développer. Pérenniser le groupe. Ouais, c'est vraiment la priorité. C'est vraiment de développer General Energy et de laisser voir ce que l'avenir va nous réserver. Il a 26. C'est quoi la vision dans 10 ans ? C'est quoi il a 26 dans 10 ans ? J'espère que ce sera une plateforme qui justement va aider énormément d'artisans et d'acteurs dans les énergies à se connecter et qui puissent se développer. Parce que vraiment, le premier truc qui fait mal, qui fait un peu mal au cœur, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment très compétents. Et qui n'ont pas une visibilité. Ouais, en province, moi j'ai rencontré des artisans mais extraordinaires, qui avaient des compétences énormes, et qui n'avaient aucune idée, qui avaient l'impression que je leur parlais chinois quand je parlais avec eux. Mais du coup, ils ne se rendent pas compte qu'avec leurs compétences, ils peuvent dépasser ce qu'on a fait. Mais même s'ils restent de manière régionale, ils peuvent faire des choses incroyables. Bien sûr. Et en plus, les aides, si je comprends bien la stratégie gouvernementale, elles sont faites pour qu'elles soient réparties de manière équilibrée sur le maximum d'artisans. Donc la plateforme, tu vois, elle sera vraiment dédiée. Essentielle. Exactement. Ouais, bien sûr. Exactement. En tout cas, c'est le but. Pourquoi pas aussi avoir des personnalités politiques le message est lancé. Qui viennent expliquer, parce que c'est vrai que les gens ils sont dans le brouillard. Tu sais, des fois tu vas dire ouais mais le gouvernement il change, ils se rendent pas compte, ils ont détruit, mais peut-être qu'il y a des explications derrière tout ça. Bien sûr. Des fois, tu entends, oui, le pôle national, il a changé l'affiche, il a tué 50 000 métiers, enfin 50 000 postes. Bien sûr. Peut-être qu'il y a des explications, donc peut-être que ça peut être très intéressant. On va créer des débats entre... de les inviter pour qu'ils expliquent. Bien sûr. Parce qu'eux aussi, peut-être qu'ils ont des problématiques. Bien sûr. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y a un gros problème de communication. Exactement. Ça, tu sais, je l'ai vu quand avec les fournisseurs d'énergie et les mandataires qui, des fois, bloquent tout. Et les installateurs, ils pensent que c'est pour faire du mal, mais pas du tout. Quand tu parlais aux fournisseurs d'énergie, il y a une explication, elle est claire, tout est logique. Ouais, c'est logique. Ouais. Et du coup, on va fluidifier l'information. Mais c'est exactement le but de ce podcast, Deal à 26. C'est ça, exactement. Donc, vraiment, c'est le but, démocratiser, faire comprendre ce métier qui est très beau, exactement. mais qui n'est pas encore assez sexy sur le contenu. C'est ça. Et il faut qu'il soit bien organisé, ce métier, si on veut atteindre les objectifs. Parce qu'on est très, très, très loin des objectifs qui sont fixés par l'État. Donc, on va y arriver. C'est ça, j'espère. En description, vous aurez tout. ila26.fr, LinkedIn d'Habib. On mettra tes réseaux que tu veux partager, on les mettra évidemment. Ila26, groupe General Energy aussi, s'il y a des personnes qui veulent
faire des travaux, même avoir des filiales. Après, il y aura toutes les structures qui sont sur la plateforme. Il n'y a pas que General Energy. Il y a pas mal de structures aussi autres, comme General Energy, qui sont très très bons aussi, qui sont sur la plateforme. D'accord. Bon, on vous mettra tout en description. Donc, allez-y si vous voulez. Il a 26, etc. Habib, merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment super intéressant. Ouais, ça m'a fait plaisir. Et je pense qu'on a encore plein de choses à dire. Peut-être qu'on fera des épisodes 2, etc. Ou peut-être avec d'autres invités, on pourra faire des podcasts à 3, etc. On verra. Avec grand plaisir. On essaiera de faire des grandes choses. D'habitude, c'est moi qui dis au revoir à la caméra aux abonnés pour leur dire à bientôt. Je te laisse le faire, la caméra elle est ici. Merci et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Sur Il a 26 TV. Sur Il a 26 TV. Merci beaucoup Habib. Bye.